Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, on va parler de notre adaptation au changement climatique. Et qui de mieux pour en parler que Ilian Moundib. Bonjour Ilian. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et tous. Alors Ilian, tu es ingénieur, donc spécialiste de la question de l'adaptation au changement climatique. Tu as écrit également un petit livre qui s'appelle S'adapter, Fake or Not, chez Tana Édition. C'est le même éditeur qu'on a vu avec Maxence Cordiez pour le tout premier épisode. Si tu veux le montrer, c'est une petite secte. C'est une petite secte, ouais. Donc j'en fais partie. Voilà, avec Charrette des Collonges, Maxence, effectivement, que t'as reçu. Je le conseille, c'est une pépite de vulgarisation, comme le premier épisode avec Maxence. On a tout, on va en parler aujourd'hui, on a comment s'adapter, comment les littoraux vont devoir s'adapter, les montagnes, la gestion de l'eau, les politiques à mettre en place. Donc on va pouvoir en reparler tous les deux pendant une grande partie aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté cette invitation, je suis très content. Merci à toi, moi aussi je suis très content. Très bon podcast, beaucoup de gens vraiment intéressants. Je suis content d'y participer, d'en faire partie de la petite famille maintenant de Salade Verte. Alors pour ceux donc qui c'est la première fois que vous écoutez Salade Verte, je rappelle le concept, c'est entrée, plat, dessert. En entrée, on va plutôt revenir sur ton parcours. En plat, on va parler donc de l'adaptation au changement climatique, et en dessert, on va parler un peu de ta vision des choses, des questions un peu hors cadre et personnelles. Est-ce que c'est ok ? C'est tout à fait ok. J'avais eu le brief avant. Si tu le veux bien, en entrée, on va commencer. Première question, si tu peux te présenter, nous revenir un peu sur ton parcours étudiant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Ilian Moundib, du coup, je suis métis, je suis franco-marocain. Mon père est d'origine du Maroc et ma mère est française. Je suis né et j'ai vécu en banlieue parisienne, dans le 94, à Arcueil puis à Cachan. Mes deux parents étaient profs dans le public et donc par ce biais-là, j'ai eu le petit hack de l'école, c'est-à-dire que en fait, j'arrivais à plutôt bien performer dans cette institution. Et du coup, ça m'a permis de me mener jusqu'à des études un peu élitistes, qui m'ont fait beaucoup décoller de la classe sociale desquelles j'étais à la base. Moi, j'étais toujours très proche des quartiers populaires de banlieue parisienne, beaucoup, par mes activités et par ma passion qui est le foot. J'en ai toujours fait, et ça m'a toujours rapproché d'une classe sociale qui, au fur et à mesure que je suivais un parcours plus élitiste, à la française, c'est des classes populaires que j'ai qui était de moins en moins présente, et donc j'ai pu voir un peu l'influence du système scolaire sur l'éloignement d'une partie de ces personnes-là. Mais bon, passons. J'ai du coup fait classe préparatoire et j'ai obtenu l'école centrale de Lyon. Et lors de mon parcours à l'école centrale de Lyon, j'ai fait un double diplôme avec l'Imperial College à Londres, parce que moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la physique. Et donc, j'ai fait un master de physique à Imperial College à Londres, où je faisais de la physique de l'infiniment petit. Donc, c'était de la physique quantique surtout. Et à la fin de mon parcours, j'ai eu l'opportunité j'ai eu la possibilité, en tout cas, de partir sur une thèse en mécanique quantique, en physique fondamentale, mais j'ai décidé de ne pas le faire pour deux raisons. C'est parce qu'à cette époque-là, j'ai commencé à avoir un propos qui me semblait cohérent sur les questions écologiques qui étaient apportées par Jean-Marc Jancovici, au moins sur la problématique climat-énergie. Et il a été, comme beaucoup, une forme de déclic pour moi, puisque avec le langage et les biais de mon éducation, lui, il avait à peu près les mêmes. Et donc, il avait une forme de discours qui permettait de rationaliser le fait que aucun de nos dirigeants n'était rationnel aujourd'hui. Dirigeants économiques, dirigeants politiques, etc. C'est-à-dire que il a fourni, pour moi, dans l'espace public, une forme de hiérarchisation claire des causes et des causes de la polycrise que l'on connaît, en tout cas sur sa dimension changement climatique, donc la dimension climat, et la dimension énergétique, donc la déplétion des ressources fossiles. Et à ce moment-là, et j'ai eu aussi à Londres un engagement auprès des sans-abri, où ils sont quelque chose absolument incroyable en Angleterre, en tout cas dans la région de Londres, c'est que les policiers sont payés pour les virer de partout. Et donc j'ai eu à ce moment-là un double déclic, en me disant que maintenant, en fait, on nous avait éduqués à pas voir des gens qui dormaient par terre dans les rues, quoi, premièrement.
là tout de suite, et que de toute façon, le futur, si on continue le business as usual, il nous mène au chaos et à la catastrophe. Et du coup, dans ce cadre-là, je voulais absolument pas me réduire dans des études qui auraient pu être passionnantes, mais très isolantes sur la partie physique théorique. Et j'ai décidé de revenir en France pour aller faire du conseil climat-énergie. Et je me suis retrouvé du coup dans un cabinet de conseil où j'ai commencé à développer avec une climatologue qui était là au début, toute une partie de l'expertise du cabinet sur cette analyse de risque climat. Donc j'ai fait pas mal d'analyses de risque pour des grands groupes, grandes entreprises, grands groupes du CAC 40, petites entreprises, entreprises internationales, des territoires évidemment, des collectivités. Et je trouvais ça archi intéressant. Et en fait, je trouvais que par contre, ça manquait énormément dans l'espace public, cette notion de l'adaptation. Donc, pour juste remettre un peu les termes, parce que c'est important et tout le monde ne l'a pas, il y a deux distinctions d'action climatique. La première, c'est l'atténuation, c'est celle dont tout le monde parle, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, on a une métrique qui est la tonne CO2 équivalent. On peut faire de la comptabilité carbone, on va faire des plans de décarbonation, etc. Ça, c'est le corps de toutes les activités économiques liées à la transition bas carbone, en tout cas quantifiées et qui soient pas des choses un peu vagues. Donc c'est des choses qui sont quantifiables. L'adaptation, en revanche, c'est quelque chose de plus compliqué parce que ça traite les conséquences. Les conséquences, ça va être les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses. C'est se placer dans des futurs possibles pour l'anticiper et par rapport à ces futurs possibles de déployer un certain nombre de plans d'adaptation. Et donc dans ce parcours-là, pour sortir cette expertise de l'entreprise, j'ai rejoint en tant que membre fondateur un think tank un des membres fondateurs, un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau. Et l'Institut Rousseau, j'en fais partie maintenant du conseil scientifique et je me suis mis à écrire pas mal de notes pour en fait vulgariser pour moi cette notion de risque climat mais sur la France et pour la prendre sous l'angle des politiques publiques. Et donc les politiques publiques, il y en a ça a été du coup le cas sur deux notes que j'ai rédigées qui sont en fait les prototypes du livre, une qui s'appelle Comment s'adapter à la crise climatique. Le mot est mauvais, le mot crise n'est pas bon, mais je l'avais écrit comme ça à l'époque, et une autre qui s'appelle Comment institutionnaliser la sobriété hydrique. Et les deux sont des notes de constat, d'analyse de risque et qui contiennent une vingtaine de propositions de politique publique. Ces propositions de politique publique, je sais qu'elles ont été un petit peu lues, en tout cas dans les ministères, et elles ont aussi permis un petit peu de me débloquer d'autres opportunités derrière. Je suis devenu du coup prof pour une plateforme qui s'appelle Sator, où en fait on propose des cours sur les grands enjeux de la transition de demain autour d'un format Netflix, c'est-à-dire 20 épisodes de 30 minutes, donc 10 heures de cours sur tout un tas de sujets différents, mais qui sont tous liés ce que Sator appelle les savoirs d'avant-garde de la transition. Et ça m'a débloqué aussi l'opportunité d'écrire ce livre, S'adapter Fake or Not, où j'essaye en fait de vulgariser pour le plus grand public avec du coup une dessinatrice, Sarah Fouquet, et la co-autrice de l'ouvrage, qui est la co-autrice de tous les Fake or Not, Isabelle Brockman, où en fait on a essayé ensemble de faire un ouvrage qui soit le plus accessible possible, qui reprend un peu les éléments de base sur le changement climatique, mais qui articule tout, non pas au niveau de la décarbonation, mais au niveau du risque climatique. Et depuis, je suis passé dans une activité indépendante où je fais des conférences, où je fais du conseil, je fais des formations sur ces enjeux-là. Et puis j'essaye de porter une vision un peu originale de cette question de l'adaptation, que j'essaye de traduire comme une forme de mise en sécurité sociale des communs et des besoins. Merci pour cette présentation qui est plutôt assez exhaustive. Comment Tana Édition est venue vers toi? C'est toi qui es venu vers eux pour écrire le livre ou c'est eux qui t'ont proposé d'écrire ce livre? J'ai eu un broker, la brokeuse qui a fait le lien, c'est Charlène Descolonges, qui a écrit Fake or Not du coup, et qui a eu un très très beau raisonnement sur son livre, avec un parcours, elle est aussi ingénieure hydrologue. Et moi, j'ai beaucoup apprécié son livre. Il m'a beaucoup aidé pour écrire la note sur la sobriété hydrique, où moi, je l'ai pris plus du côté institution, puisque l'Institut Rousseau, pour donner un exemple, c'est plutôt l'équivalent du Shift Project, mais version économie. Moi, je souhaitais être dans des choses un peu plus différentes de ma carrière d'ingénieur pour apprendre de nouvelles choses, puisque le Shift Project, ça reste
dans un prisme assez ingénieur de mon point de vue, et donc avoir des considérations économiques, ça m'intéressait bien et ça s'est fait assez naturellement. J'ai proposé le projet, ils ont vu que effectivement, comme moi, qu'il y avait une lacune sur l'adaptation et que de mon point de vue, on est exactement dans le même cas qu'on était sur l'atténuation il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'on va inviter des experts très 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 calés sur le sujet, notamment des géographes qui sont souvent un petit peu difficiles à comprendre de mon point de vue et qui ont un point de vue très expert vulgarisation, mais qui n'arrivent pas, pour moi, à donner de perspectives claires à cette notion en termes de systémique, c'est-à-dire de le lier aux autres enjeux de notre temps, notamment aux enjeux, effectivement, de déplétion énergétique, de dépassement des frontières planétaires qui créent en fait une force de rappel de l'intégralité de nos activités économiques et donc qui va nous pousser à tout changer et à tout transformer, que l'on le veuille ou non, et plus on tardera à le faire, plus ça va être douloureux, mais chaque crise va aussi être une opportunité d'augmenter la place de nos institutions de l'entraide et de planifier une forme d'activité sociale, de tissu économique, de relations qui soient dans la robustesse, le concept d'Olivia. Et voilà, du coup, à peu près sur comment ça s'est goupillé. Ça s'est fait assez naturellement. On a écrit le bouquin assez vite parce que j'avais déjà pas mal de matière. Je l'ai commencé en mars 2024. Je l'ai terminé juste avant les législatives, en juin 2024, et il est sorti le 7 novembre. Il fait son petit bonhomme de chou. Assez vite. J'ai essayé de faire vite, ouais, effectivement. J'ai aussi, quand j'ai eu l'opportunité d'écrire le livre, j'ai décidé de passer en indépendant directement parce que je voulais avoir le temps de poser l'écriture et que ça soit pas quelque chose qui se fasse entre 18 et 22 heures le soir, voire plus. Le sommeil, c'est important. Voilà. En tout cas, je vais mettre le lien du livre pour l'acheter en lien cliquable. Vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est une pépite de vulgarisation. Franchement, il y a tout. C'est très très clair. Donc je le mettrai. Si tu veux bien, on va passer directement au plat. On va rentrer dans le dur. Comme première question, on parle souvent d'un monde qui se réchauffe de 1,3 degré, une France qui s'est réchauffée de 1,7 degré. Qu'est-ce que ça signifie, un monde qui se réchauffe à 1,3 et une France qui se réchauffe à 1,7 degré? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais. Déjà, c'est péremptoire parce que je sais pas quand le podcast sera écouté, mais on aura sûrement augmenté déjà, malheureusement, un peu ces chiffres-là. C'est une dimension fondamentale à comprendre. Oui, c'est que, en fait, le changement climatique, il a une notion d'irréversibilité, malheureusement. Donc, pour moi, la première chose à dire, c'est que si on atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on a un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère et ce que nos puits de carbone forestiers, grosso modo, ou la photosynthèse, et nos puits de carbone océanique captent, en fait, on arrête le changement climatique. Sauf que cet arrêt n'est pas un retour en arrière. Dans le sens où, en fait, le CO2, c'est un oxyde. Et l'oxyde, c'est comme l'eau, par exemple. Donc, c'est un élément chimique extrêmement stable. Et donc, il met énormément de temps à s'évacuer de l'atmosphère sur des durées qui sont bien supérieures à la vie humaine. Donc, c'est un des premiers éléments à comprendre, c'est que, en fait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est un prérequis pour arrêter le changement climatique, mais ça ne permet pas de retour en arrière. Déjà, dans une France, à 1,7 degrés en plus, ou dans un monde à 1,3, on a déjà du coup un certain nombre d'extrêmes climatiques qu'on peut constater. Les événements de Valence, c'est un extrême climatique sous 1,3 degrés de réchauffement, à peu près 1,7, je crois que c'est peut-être un peu plus pour l'Espagne. Je vais pas être extrêmement rigoureux avec tous ces chiffres, parce qu'en fait, quand on construit ces moyennes, ces chiffres 1,3, 1,7, c'est la comparaison d'une moyenne de 30 ans sur aujourd'hui, du coup, une moyenne centrée sur aujourd'hui, centrée du coup, c'est la valeur haute sur 30 ans, versus une période passée où on va faire une moyenne sur 30 ans. C'est très important de comprendre la différence entre météo et climat. Le climat, c'est une moyenne de grandes tendances et dedans, on a une distribution statistique qui sera l'apparition, en fait, stochastique d'un certain nombre de conditions de météo, pour aller très vite. Et donc, en fait, on constate déjà un certain nombre d'extrêmes climatiques. On a vu, par exemple, une circulation qui a été coupée d'un tiers sur le canal de Panama, du fait des sécheresses très importantes qui ont été connues sur les années 2022-2023. C'est pas du tout étranger à la politique de Donald Trump
d'essayer de s'accaparer ou de donner une priorité sur les navires américains à Panama, puisque Trump n'est pas climato-sceptique. On se trompe quand on fait cette analyse-là. C'est un impérialiste climatique, c'est-à-dire qu'il sait géopolitiquement ce qui est en train de se passer pour le canal de Panama, qui est en train de se passer pour le Groenland, qui est en train de se passer pour la libération en fait de la route maritime nord, qui est la route que vous avez dans le Grand Nord et qui fait 40, qui une fois qu'il sera navigable complètement fait 40% de gain de temps entre l'Europe et la Chine. Cette route, elle est déjà contrôlée en partie par la Russie et elle est contrôlée aussi de plus en plus par la Chine qui investit beaucoup dans des routes de la soie arctique. Et l'objectif de Trump quand il fait son cinéma sur le Groenland, c'est d'essayer d'avoir de gré ou de force une extension de la zone économique exclusive américaine à cette route maritime nord et donc d'avoir un contrôle là-dessus. C'est pour ça que quand vous écoutez Trump, ce qu'il faut faire, parce que il dit au moins ce qu'il fait. Il explique qu'ils ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Donc l'idée, c'est de faire une stratégie de ce qu'on appelle du smash and grab, et donc d'avoir une course à l'accaparement des ressources plus vite que les autres nations, d'autant plus que les États-Unis peuvent le faire parce que ça reste en particulier la première puissance mondiale et de très 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 loin la première puissance militaire. Deuxième, du coup ça c'était la question du Panama. On a aussi effectivement dans ce monde à 1,3 degré déjà, notamment sur l'intégralité de la côte ouest américaine, des incendies gigantesques. On a en tête les conditions de feu qui se sont produits à Los Angeles tout début 2025. Ça a été permis par notamment les conditions de sécheresse très 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 importantes que connaissent ces régions-là du fait de l'évolution du climat, mais aussi du fait des pratiques qui sont réalisées dans l'agriculture en Californie, c'est-à-dire des pratiques qui demandent énormément d'eau, énormément de prélèvement d'eau, qui accélèrent du coup la sécheresse des sols. La sécheresse des sols étant une condition propice à des départs d'incendie ou en tout cas qui vont en fait permettre des feux plus puissants et plus intenses. Là-dedans aussi, on va retrouver une forme d'impérialisme climatique de Trump sur le Canada. Donc tu l'as vu et je pense que vous avez toutes vu les revendications maximalistes du 51st State, c'est-à-dire de dire que le Canada devrait rentrer aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde se marre, mais en fait il y a vraiment pour moi de la rationalité derrière. Il y a notamment du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la revendication maximaliste pour déstabiliser le partenaire. Ensuite il va taper pour de vrai avec les droits de douane, on pourra en parler. Et ensuite ce qui se produit, c'est que il essaye de forcer une négociation, en particulier pour un fleuve qui se trouve à l'ouest des États-Unis et du Canada. Il traverse les deux. C'est le fleuve Columbia. Et le fleuve Columbia, en fait, la volonté d'énormément d'administrations américaines derrière. Il y a un traité des années 60 qui statue en fait l'usage de ce fleuve entre le Canada et les États-Unis. Ça pose pas mal de problèmes parce que les populations autochtones ont été complètement oubliées là-dedans. Et en fait, en réalité, ce fleuve-là, la volonté de Trump et comme des administrations américaines, d'une partie des vieilles administrations américaines, faut fouiller mais on le retrouve, c'est de détourner une partie de ce fleuve Columbia pour en fait irriguer, donner plus d'eau, much more water, il le dit lui-même, à la Californie et donc permettre une forme d'agriculture qui est toujours extrêmement productive et donc productiviste et qui demande de toujours plus d'eau. Donc il y a cette forme-là, c'est-à-dire que je pense que Trump, il est conscient, en tout cas que l'administration républicaine qui l'entoure est consciente de la déplétion actuelle des ressources en général et des conséquences de l'irréversibilité écologique et donc à des actions géopolitiques d'accaparement des ressources le plus vite possible par rapport à l'extérieur et dans la politique intérieure d'élimination de tout ce qui pourrait ralentir cette crise à l'accaparement des ressources, c'est-à-dire notamment tout ce qui a été fait, moi je l'interprète comme ça par Musk sur les attaques, les destructions des centres scientifiques qui travaillent sur le climat. Il y a une volonté de casser le thermomètre aussi en même temps et d'avoir une volonté qui est propre au régime fasciste, c'est-à-dire fondamentalement avoir une action qui soit une action d'attaque directe contre tout ce qui pourrait passer pour des formes d'opposition politique, que ce soit les oppositions militantes, mais les oppositions qui diffusent des informations aussi qui vont contre le narratif que Trump appelle et que Musk appelle aussi la prospérité américaine. Donc pour moi, c'est ça déjà l'état d'un monde à 1,3 degré en termes de géopolitique. Et en termes d'éléments national, en France,
On a déjà du coup des impacts très importants sur les extrêmes climatiques, notamment à Mayotte. On l'a vu aussi sur 2024-2025 avec les cyclones qui sont être renforcés par les effets du changement climatique et qui sont des prérequis en fait de territoires qu'il va falloir préparer et reconstruire après des catastrophes. On a aussi effectivement en 2022, si on se rappelle, des énormes on avait eu une partie des communes françaises qui étaient sans eau potable au robinet. On avait eu également les grands incendies de Gironde et le Haut Conseil pour le climat l'écrit à 2050 dans une France qui serait sur le chemin d'un réchauffement à 2 degrés, c'est-à-dire si elle tient ses engagements en plus, et ben 2022 c'est la moyenne à gérer. Donc on est déjà dans un climat où les extrêmes qu'on connaît deviennent des moyennes et laissent place à d'autres extrêmes pour lesquels ni nos infrastructures physiques, ni nos infrastructures, on va dire sociales, nos écoles, nos hôpitaux, rien n'est préparé à ça. Et aujourd'hui, dans cette France à 1,3 degré, on entend énormément de débats sur la post-vérité, qui serait quelque chose qui viendrait des réseaux sociaux ou du Trumpisme. Moi, je suis complètement en désaccord avec ça. La post-vérité, elle est généralisée, elle est partout. Elle est en particulier le cas dans la hiérarchisation des faits qui se produisent dans l'espace médiatique ou dans le débat politique qu'on connaît en France avec le backlash écologique, c'est-à-dire une forme de mise sur le même plan, de faits divers instrumentalisés et de prospectives longues vérifiées qui se traduit aussi par des vieilles stratégies qui existent encore de fabrique du doute, avec un climato-scepticisme qui s'est un peu renouvelé dans une espèce de complotisme étrange où en fait on va lier les questions climatiques avec les questions LGBT, tout ce qui va s'apparenter en fait à la tendance politique qui défend le climat, pour en fait créer une opposition et créer en fait rapporter une conflictualité autour de ces sujets alors qu'ils étaient beaucoup plus avant, on va dire, invisibilisés. Et donc c'est ça pour moi l'état déjà d'un monde à 1,3 degré ou 1,7 degré, c'est-à-dire qu'on a déjà du coup des conséquences géopolitiques extrêmement importantes, déjà des extrêmes qu'on n'arrive pas à gérer, et dernier élément, et c'est ça qui est très important à comprendre, on a déjà une adaptation qui est en cours. L'adaptation qui est en cours, c'est une adaptation qui permet aux plus gros de s'accaparer une ressource dans la pénurie. C'est le cas en France, ça. Donc ça, on peut le penser déjà avec les États-Unis. Mais on peut aussi le penser avec l'impérialisme américain. Du coup, on peut le penser avec l'impérialisme russe aussi, d'ailleurs. On peut le penser pour la France, notamment avec l'exemple des méga-bassines ou des canons à neige. Ce qui se produit, c'est que vu qu'on n'a pas de planification de la résilience climatique ou de la robustesse ou des formes de chantier qu'il faudrait qu'on mène, qu'on est sur toutes d'autres priorités, notamment des priorités budgétaire, et donc on dimensionne par rapport à des capacités budgétaires des services publics qu'il faudrait dimensionner par rapport aux besoins, notamment liés aux évolutions du climat. Mais vu qu'on change pas ça, et ben par exemple pour les productions de céréales, et les productions de céréales notamment de maïs, c'est des productions qui nécessitent énormément d'apports en eau. Et ces apports en eau, malheureusement, les premiers à les toucher, c'est les gros producteurs de céréales. Sauf que notamment les producteurs de maïs. Sauf que c'est ce qui nous a fait perdre notre souveraineté alimentaire en France, mais ça existe toujours. Les producteurs de maïs et de céréales, c'est le deuxième budget qui est excédentaire sur la balance commerciale agricole française, derrière les vins et spiritueux. Et on a une balance commerciale en France qui est assez catastrophique, et donc on a très peu de choses qui sont excédentaires. Et donc ce qui se produit, c'est quand un territoire va produire autant de valeur économique, et les gros acteurs qui produisent vont venir taper à la porte de Bercy ou du ministère de l'Agriculture en disant c'est la catastrophe, on a eu 3 années de sécheresse de suite, il nous faut de l'aide là-dessus. Et donc l'aide, ça va être un subventionnement de type d'infrastructure qui permettent de s'accaparer une partie de la ressource dans la pénurie. C'est exactement la même chose quand vous voyez l'industrie du ski. L'industrie du ski, c'est ce qui tient pour 80% de l'activité économique d'un certain nombre de territoires de montagne, type Savoie ou de Savoie. Et en fait, pareil, vu qu'on a une diminution très très importante de la quantité de neige déjà, les Alpes ont déjà dépassé les 2 degrés par rapport à 1950, et en fait, on tape à la porte des pouvoirs publics et vu qu'on n'a rien prévu dans la catastrophe, on va octroyer des formes de maladaptation systémique, donc des canons à neige, qui sont des méga-bassines de montagne. Et de fait, on se retrouve dans une situation où on a un accaparement, un espèce de dilemme du prisonnier géant. En fait, vu qu'on n'a pas de planification par rapport en fait à une prospective qui est claire, on se retrouve dans la réponse tout le temps par rapport à l'urgence, dans le manque d'anticipation, et ça crée une maladaptation systémique où les gros peuvent s'accaparer une partie de la ressource
ressource qui était auparavant abondante et qui devient en pénurie. Et ça fait un dilemme du prisonnier géant. Donc, si vous voyez ce que c'est rapidement le dilemme du prisonnier, je pense que tout le monde le sait, mais on le fait rapidement. Vous avez deux prisonniers qui peuvent coopérer et ça ira mieux pour eux, sauf que s'il y en a un qui coopère moins, il gagne un peu plus. Et du coup, en fait, la situation finale, c'est que les deux ne coopèrent pas et donc perdent toute la mise et c'est la catastrophe pour tout le monde. On est exactement sur l'adaptation dans ce cercle vicieux et il y a assez peu de personnes qui malheureusement, je trouve, ont pris état de fait sur cet élément-là. Il y a toujours une vision de l'adaptation qui est prise en étau entre deux visions. La première, que je renvoie pas dos à dos, la première, c'est qu'on pourrait s'adapter à n'importe quoi. C'est ce qui a marqué notamment sur et c'est très gênant, sur tous les documents du ministère de la Transition écologique et de Météo France. Il y a marqué la France s'adapte, ça d'accord, pourquoi pas. Mais il y a marqué vivre à plus 4 degrés, sans point d'exclamation, sans point d'interrogation, presque avec un point d'exclamation. Et donc, en fait, il n'y a pas de questionnement par rapport à la possibilité même, et donc c'est utilisé dans l'espace médiatique pour en fait balancer un peu la question climatique. C'est bon, on va s'adapter à 4 degrés. Il y a énormément il y a une espèce de narratif qui est en train de tourner comme ça et qui avant était complètement hors sol. Et d'un autre côté, il y a aussi c'est un sujet qui est très tabou dans certaines franges, on va dire plus militantes, parce que ça serait en fait abdiquer sur la question de l'atténuation et donc la question de maîtriser le changement climatique, d'atteindre la neutralité carbone. La très mauvaise nouvelle pour les deux cas, c'est qu'il va falloir faire les deux et on a énormément de choses à faire pour faire les deux, mais on a énormément aussi de formes de transformation de nos institutions qui peuvent permettre de s'adapter dans l'intérêt général et de combattre aussi, c'est très important, la forme d'adaptation en cours qui est un accaparement dans la pénurie. On a parlé donc un monde à plus 1,3, 1,7, c'était beaucoup plus d'extrêmes climatiques. C'est vrai que moi j'ai des exemples même par chez moi. Moi je viens d'Angers. En 2022, il y a eu des incendies alors que c'est jamais arrivé auparavant. On a aussi les feux de forêt qui ont lieu en Angleterre, enfin les inondations en Allemagne. Enfin, les exemples sont hyper nombreux. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire aussi également, tu fais la distinction entre réchauffement climatique et dérèglement climatique? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer cette distinction que tu fais? Ouais. Alors, il y a beaucoup de débats sémantiques. Moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Pour bien expliquer, le réchauffement climatique en France, on va faire un prospectif 4 degrés. Ça va permettre de bien expliquer la différence entre réchauffement et dérèglement. Réchauffement, ça veut dire augmentation des températures. Ok. Donc ça, c'est pour tout le monde, partout dans le monde. Après, il y a une toute petite zone dans l'Antarctique qui va peut-être diminuer de température. C'est des choses un peu compliquées. Mais donc le réchauffement, il est global au niveau planétaire et selon la position géographique en France, il est uniforme, mais il réchauffe plus vite quand on regarde la carte, notamment des derniers travaux de Météo France qui sont de très bonne qualité. On augmente beaucoup plus vite en France métropolitaine, plutôt sur la partie, donc c'est 4 degrés de moyenne, mais d'ici la fin du siècle, qui correspond en fait à 3 degrés niveau mondial. Pourquoi cette prospective-là? Parce que en fait, on prend comme trajectoire de référence celle qui nous est donnée par l'ONU. L'ONU va nous dire en fait qu'est-ce qui se passe si chacun des États tiennent les engagements qui sont pris lors des différents accords internationaux, notamment les accords des COP et les accords de Paris. Ça nous mène à 3 degrés niveau mondial. Si condition numéro 1, chaque État tient ses objectifs. Bien entendu, il y a un État qui, tous les 4 ans, a plus envie de les tenir, et puis qui, de toute façon, qui n'est pas fiable dès qu'il signe un traité, c'est les États-Unis d'Amérique. Deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas de déclenchement de ce qu'on appelle les points de bascule, parce que plus on va loin dans le changement climatique, plus on a de probabilité de déclencher la savanisation de l'Amazonie, déclencher la fonte d'une partie du permafrost qui va réémettre du méthane, déclencher l'arrêt. Réexpliquer un peu ce que c'est? Je vais expliquer les trois rapidement. Et la circulation thermohaline, l'arrêt d'une partie qui va enfouir moins de carbone dans les sols. Donc pour le permafrost, c'est très facile. Ça, c'est un sol qui est gelé, notamment en Arctique, en Sibérie, au Canada. Ce sol, il est gelé. C'est l'image d'une pizza en fait qu'on va décongeler. Avec le réchauffement, il se décongèle progressivement. La décongélation de la pizza ou du permafrost va créer fondamentalement une activité biologique qui va générer du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui va accélérer le réchauffement. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. C'est pas une qualité d'être positif, c'est-à-dire un phénomène qui s'auto-entretient. Donc plus on chauffe, plus on émet de méthane, plus le méthane est émis, plus en fait on redéclenche un cycle du carbone naturel qui n'est pas
anthropique. Le cycle les émissions de carbone anthropiques, ça va être vraiment brûler des gaz à effet de serre. Mais là, on a un autre cycle du carbone qui pourrait se remettre en place. Et quand on regarde l'intégralité de l'histoire du climat, il y a énormément de cycles du carbone qui se sont actionnés, enlevés, etc. Le cycle du carbone, c'est quelque chose de dynamique et il y a certains seuils de réchauffement qui peuvent générer ça. Pour la savanisation de l'Amazonie, c'est en fait aussi au-delà d'un certain seuil de déforestation, un seuil de sécheresse et de température. En fait, vous pouvez avoir une partie de l'Amazonie qui s'assèche et l'assèchement assèche les arbres d'à côté et donc on a une progression d'une partie de la savane dans l'Amazonie et donc un relargage du carbone qui se trouve dans ces arbres-là. On a aussi du coup pour l'océan la question de la MOC. Donc c'est le tapis roulant qu'on a dans l'Atlantique Nord qui apporte notamment la chaleur au continent européen en hiver. Et si cette amok s'arrête, on sait rien en fait à peu près de ce qui va se passer. On a des débats scientifiques en tout cas. A priori, ce qui se passerait, c'est qu'on aurait des étés plus froids, on aurait une 4e saison, mais on aurait aussi un réchauffement qui se poursuit notamment en été, parce que si l'amok s'arrête, en fait, le carbone que vous avez en pellicule de l'océan ne plonge plus, et s'il ne plonge plus, on a plus d'accumulation du carbone dans l'atmosphère. Donc les points de bascule, c'est des éléments comme ça, c'est-à-dire on va redéclencher une boucle qui va s'auto-entretenir elle-même au bout d'un certain seuil de réchauffement. C'est leur première vision. Et la deuxième vision, c'est que proportionnellement, plus on va loin dans le changement climatique, plus proportionnellement on met de carbone dans l'atmosphère au lieu de les mettre dans les puits de carbone océaniques et forestiers. Aujourd'hui, pour aller très très vite, quand on met 100 de CO2, il y en a 33 qui partent dans l'atmosphère, 33 qui partent dans l'océan, 33 qui partent dans la forêt. Alors que, par exemple, si on va dans des niveaux de réchauffement beaucoup plus importants, on pourrait être un truc du style 50, 25, 25 pour l'atmosphère et donc une accélération du réchauffement. C'est ça la notion que le changement climatique n'est pas linéaire, il marche par effet de seuil. Une fois qu'on a dépassé un seuil, on a un déclenchement et puis il y a un seuil d'accélération, c'est-à-dire qu'en fait, plus on va mettre de carbone dans l'atmosphère, plus proportionnellement on aura de carbone dans l'atmosphère. C'est assez difficile, c'est un peu fuchs à comprendre comme mécanisme, mais ça me permet de comprendre l'accélération, d'accord? C'est vraiment un phénomène qui a une caractéristique exponentielle avec des ruptures dans l'exponentielle qui font monter les seuils d'un coup. Et donc, si on fait et donc là, déjà, on rentre sur des conséquences du réchauffement. Le réchauffement, ça va être l'augmentation de température globale et dérèglement, c'est tous ces emmerdements qu'on va avoir. En France, en particulier, si on le fait pour la France métropolitaine, on va avoir du coup la France du trop chaud, avec plus 4 degrés en moyenne, un peu moins dans le nord, un peu plus dans le sud, et beaucoup plus dans la partie montagne, Alpes, et donc dans le sud-ouest du pays. Mais le changement climatique, il va avoir aussi une conséquence en France, il va accélérer le cycle de l'eau, il va avoir un effet sur ce cycle de l'eau, et il va créer 2 saisons supplémentaires. C'est la saison du trop sec, et du trop d'eau. Le trop sec, c'est quoi? On a une augmentation de l'évaporation et de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est les végétaux, c'est l'eau verte. Évaporation, c'est l'eau bleue. Et donc, en fait, c'est excès de précipitation, cet excès d'évaporation, il va assécher progressivement les sols. Également, avec le changement climatique en France, on peut regarder l'évolution des précipitations en été, et là on se rend compte que de façon généralisée, mais surtout matérialisée sur le pourtour méditerranéen et en Bretagne, on a une augmentation du nombre de jours secs consécutifs. Et en fait, quand on parle de sécheresse, il faut être très précis sur ce qu'on dit parce qu'une sécheresse, ça ne veut rien dire. Il y a 3 types de sécheresse. Le changement climatique provoque une sécheresse météorologique, c'est-à-dire on va avoir dans certaines zones des nombres de jours sans pluie plus importants. Le changement climatique, il augmente aussi ce qu'on appelle la 2e type de sécheresse. La sécheresse, ça se propage du ciel vers le sol. La 2e type de sécheresse, c'est la sécheresse agricole, sécheresse des sols, qui est en fait la quantité d'eau, pour aller très vite, la quantité d'eau verte que vous avez dans les sols. Plus on a un sol qui s'assèche, moins on a d'eau verte, moins il est capable de séquestrer le peu d'eau qui lui tombe dessus. Et cette sécheresse des sols, elle est du coup accélérée par le changement climatique, mais aussi par un certain nombre de pratiques d'agriculture. Quand vous avez une agriculture extrêmement intensive ou une agriculture avec du maïs, le maïs, ça bouffe à peu près un tiers des surfaces irriguées en France et ça a un besoin d'eau extrêmement important en été, au moment où il y a le moins d'eau. Et de fait, quand vous avez des plantations de maïs un peu partout ou des plantations d'avocats aussi, des choses comme ça, vous pompez beaucoup plus d'eau et donc vous accélérez la sécheresse des sols. Et cette sécheresse des sols, elle se traduit enfin par une sécheresse qu'on appelle hydrologique,
C'est-à-dire que si les sols séquestrent moins d'eau, qu'il y en a moins, eh ben les nappes sont moins remplies. Et les nappes, elles communiquent en permanence avec les cours d'eau. Et donc, les débits des cours d'eau va être diminué, notamment en été. Et la troisième saison, du coup, c'est cette saison du trop d'eau. Parce que, en fait, l'excès d'eau qu'on va évaporer, bah, il va pas retomber progressivement, malheureusement. Il va retomber d'un coup, en général, un peu comme il est retombé à Valence. À Valence, en fait, la Méditerranée, pendant l'été, elle était à 4 degrés de plus qu'elle était par rapport à la moyenne. Et donc, en fait, tout cet excès d'eau évaporé est retombé à Valence avec des conditions particulières. C'est un peu ce qui va se passer, pour aller très vite dans la vulgarisation, sur toute la partie nord et nord-est de la France, l'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais, etc. En fait, pour aller très très vite, le changement climatique, c'est du trop chaud pour tout le monde. C'est un assèchement du pourtour méditerranéen. Et toute l'eau qu'on va assécher sur le pourtour méditerranéen, elle va retomber sur l'Europe centrale, l'Est de la France et le Nord, grosso modo. C'est ça qui se produit. Et donc, il y a un moment de transition aussi, dans laquelle nous, on a de la chance en France parce qu'on est exactement dans la transition, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte à tout. L'Espagne, ils ont surtout, c'est la caractéristique de désertification et de trop chaud, parce qu'on va avoir une transition entre, du coup, un nord du pays qui va beaucoup plus humidifier, avec des précipitations moyennes qui peuvent augmenter aussi, et un sud qui va s'assécher. Et la transition en termes de centaines de kilomètres, on a beaucoup d'incertitudes dessus, malheureusement, sur cette transition-là. Donc, voilà à peu près les grandes tendances. C'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris de la France 4 degrés. En tout cas, moi, j'essaie de mettre ce concept-là. Les rhinocéros gris, c'est ce qu'il y a entre l'éléphant au milieu de la pièce et les cygnes noirs. C'est un concept de la politologue américaine Michael Walker. Et elle dit que les rhinocéros gris, c'est des événements à évolution lente, mais qu'on peut prédire. Mais vu qu'ils sont à évolution lente, on ne s'y prépare pas comme il faudrait. On est attentiste, on attend que les crises se produisent, que le rhinocéros arrive pour l'éviter, au lieu d'essayer de les disperser dès le début. Et ces rhinocéros gris, c'est très intéressant de comprendre ça. Les trois, là, ils vont se mélanger. C'est-à-dire qu'ils vont se mélanger, par exemple, quand vous mélangez le trop d'eau et le trop chaud, vous créez l'élévation du niveau de la mer. Donc, pour aller très très vite, l'élévation du niveau de la mer, elle est inarrêtable, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va produire l'élévation du niveau de la mer, c'est le gonflement en premier lieu de la pellicule d'eau que vous avez en surface, parce qu'une eau qui est plus chaude, elle prend plus de place, exactement comme l'eau dans votre bouilloire. Et en fait, avec les courants océaniques, cette pellicule d'eau chaude, elle va en permanence être ramenée en profondeur et donc laisser place à une autre pellicule d'eau qui va gonfler, et donc tout l'océan gonfle, enfin une bonne partie de l'océan gonfle par ce mécanisme-là. Et ensuite, il y a une partie d'apport d'eau douce d'une partie de la cryosphère qui va augmenter l'élévation du niveau de la mer. Et ça concerne en fait tous nos territoires littoraux, et le caractère inarrêtable de cette élévation du niveau de la mer veut dire que il y a une énorme partie des activités économiques, des activités des littoraux qu'il va falloir relocaliser. Et aujourd'hui, on est plus dans une forme d'attentisme. Il y a un zonage qui est prévu, des zones à évacuer ou à relocaliser, ou peut-être à protéger si c'est possible, surtout avec des infrastructures type mangrove, donc des infrastructures de défense vertes, surtout pas des digues. Et donc, en réalité, ces territoires, ils font face à un chantier absolument énorme. Et malheureusement, dans les pouvoirs publics, on leur demande de faire des zonages, mais ils n'ont pas les moyens économiques de mener un chantier de déplacement comme ça, parce que c'est énormément d'argent, c'est pas du tout des choses qui sont acceptables, et c'est quelque chose qui doit être compris dans une planification complète et avec des moyens régaliens en réalité. L'autre, si tu mélanges le trop sec et le trop chaud, tu obtiens ce qui se passe dans nos territoires de montagne, avec une diminution de la quantité de neige, une diminution des ressources en eau dans les territoires de montagne, même si les montagnes sont des châteaux d'eau. On en a de moins en moins, on a des excès d'eau douce qui vont devenir ensuite des pénuries d'eau douce. On a aussi on a aussi le retrait gonflement des argiles. Donc ça, c'est quand on mélange, c'est surtout le trop sec, mais on peut le dire qu'on mélange un peu avec le trop chaud. Vous avez des sols en France, une partie, mais partout. C'est la France qui fait la meilleure cartographie là-dessus avec les Anglais. Les autres, j'ai jamais trouvé de cartographie sur ça. En fait, un sol argileux, c'est un sol qui fait des accordéons. Quand il va être très humidifié, notre sol argileux, on tire l'accordéon, d'accord, il s'étend. Par contre, quand le sol il va être asséché, on referme l'accordéon. Quand la vague de sécheresse est trop importante, quand la sécheresse est trop importante,
on ferme trop fort l'accordéon et on le casse. Et en fait, quand on casse l'accordéon, c'est là où tu vas voir des fissures dans les maisons. Et du coup, quand on fait cette analyse-là, il y a une dizaine de millions d'habitations qui sont sous ces sols argileux qui vont être concernées par des vagues de sécheresse importantes qui peuvent avoir du coup des endommagements sur un certain nombre de maisons. Et donc ça c'est un problème énorme pour les assureurs. Et la dernière conséquence très importante du mélange de ces rhinocéros gris, si on mélange les trois là, le trop chaud, le trop d'eau, le trop sec, ça donne les conséquences qu'on a sur nos forêts. Nos forêts lors de la décennie 2014-2022-2023, elles avaient séquestré 39 mégatonnes de CO2, alors que la décennie précédente, donc 2013-2002, elles avaient séquestré 2013-2004, elles avaient séquestré 63 mégatonnes. Et si on regarde que l'année 2022, on était à 30 à peu près. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez vu dans les médias passer, les forêts ont divisé par 2 leur capacité de stockage de carbone en France, parce qu'en fait, le changement climatique, et on oublie toujours cette question des écosystèmes et de la biodiversité, il va trop vite déjà dans une France à 1,7 pour nos écosystèmes de forêt. Et donc, on a un relargage de carbone qui s'explique par une forme de mortalité forestière accentuée. Et vous avez déjà des forêts en France qui sont émettrices de CO2. S'il y en a 3, c'est les forêts du Grand Est, de Corse, et je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'au nord aussi, on a ces relargages. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a un chantier aussi absolument immense pour repenser la forêt. Et on se trouve dans un cadre de maladaptation systémique qui est très peu visible dans l'espace public, malheureusement. C'est la question, en fait, que quand vous regardez la stratégie nationale bas carbone, entre 2015 et 2050, vous avez une planification, en tout cas, vous prévoyez de tripler la quantité du recours à du bois pour la décarbonation, notamment la décarbonation de la construction et du chauffage. Et ça, c'est extrêmement problématique puisque pour faire ça, vous devez uniformiser vos forêts. Vous devez augmenter le rendement de vos forêts. Vous devez avoir plus de bois. Si vous devez avoir plus de bois, vous devez doper un peu vos forêts. Vous devez les uniformiser génétiquement et vous devez avoir recours à une pratique qui s'appelle la coupe rase. Et quand donc c'est-à-dire que vous faites tomber toute une parcelle, souvent avant que la maturité de l'arbre soit impeccable. Et donc, en fait, quand vous faites une coupe rase, vous détruisez notamment tous les mycéliums de champignons, toute la vie mycorhizienne qui fait le lien, en fait, entre les arbres et tous les écosystèmes du sol. Et donc, vous avez, en fait, une dynamique d'accélération de l'exploitation des forêts françaises. On transforme, pour aller très vite, une énorme partie de nos forêts, et il y en a déjà une bonne partie de nos forêts qui sont des champs d'arbres, c'est-à-dire des clones génétiques, et donc des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus vulnérables à des conditions climatiques qui deviennent très différentes des conditions contrôlées. On a planté ces essences-là. C'est exactement ce que vous avez aussi en agriculture. Le paradigme d'une agriculture très intensive, c'est de créer souvent une agriculture qui va maximiser le rendement en prenant les mêmes spécificités génétiques pour être hyper performante, hyper efficace dans des conditions climatique stable, dans un environnement stérilisé, où on va mettre des pesticides et dans un environnement dopé, on va mettre des engrais. Et ça, en fait, de ce fait-là, vous avez quelque chose qui peut être efficace dans des conditions stables, sauf que c'est quelque chose qui est une fuite en avant qui va, en fait, à moyen terme, hypothéquer la possibilité d'avoir une agriculture productive dans ces sols-là, en particulier lorsque les conditions climatiques, elles sont modifiées. Et quand vous avez aussi, que ce soit pour nos forêts, pour notre agriculture, des clones génétiques, avec le changement climatique, vous avez des déplacements de ravageurs, et ces fameux déplacements de ravageurs, un ravageur, il est absolument ravi quand il a un clone génétique, parce que quand il va sauter d'épi en épi de maïs, on va dire, ou d'arbre en arbre, il retrouve exactement le même clone qui lui est hyper vulnérable et il fait un saccage, alors que quand vous avez quelque chose de plus diversifié, il peut tomber sur une essence un peu plus résistante à ces bêtises, et donc elle y résiste. Et de fait aussi, cette homogénéité génétique, notamment pour les forêts, elle favorise les départs de feu. C'est exactement la même chose. La propagation de proche en proche est permise quand on a très peu de diversité. Et donc, cette dynamique de maladaptation systémique, elle appuie à chaque fois sur des dynamiques climatiques. Et c'est pour ça que ce sujet de l'adaptation, moi, je le trouve si passionnant. Bien sûr, on va essayer dans le podcast un peu de remonter parce que c'est des informations qui tapent un petit peu, c'est normal. Mais à chaque fois, c'est une dynamique climatique et une dynamique socio-économique qui vient appuyer, renforcer
l'effet de la pénurie. Et ces paradigmes-là, ils marchent sur deux principes, sur deux points, l'efficacité et la compétition, pour aller très vite. J'aimerais aussi qu'on revienne sur un monde qui augmente de 2, 3, 4 degrés. Ça a un impact qui est significatif, notamment pour ceux qui travaillent en extérieur. Donc, dans ton livre, tu en parles. Ouais. Tu parles aussi de l'activité physique. Ça va être compliqué de faire l'activité physique dehors s'il y a des extrêmes caniculaires de plus en plus récurrents. On parle pas aussi des personnes fragiles. Je pense aussi à un truc dont on ne parle pas assez, je pense, c'est le sommeil. On a tous un exemple l'été, canicule, où on n'arrive pas à dormir la nuit. Si pendant tout un été, on a une nuit sur deux, une nuit sur trois, on n'arrive pas à dormir, j'imagine même pas l'impact sur la productivité, sur la santé mentale, sur les maladies, les maladies sanitaires, plein de choses sur la santé en fait. Ouais. Donc voilà, ça on n'en parle pas en fait, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. C'est la post-vérité généralisée, c'est ça le concept que j'essaye de mettre derrière. Mais oui, c'est vrai, il y avait une étude qui avait été partagée, c'était Jean Covici qui avait mis ça sur LinkedIn, il y a des scientifiques qui ont vraiment fait ce travail-là, c'est-à-dire l'impact du changement climatique sur le sommeil, avec effectivement des nuits caniculaires où c'est beaucoup plus difficile de dormir et le sommeil a un impact sur tout le reste, notamment la prévalence de l'apparition d'un certain nombre de maladies. Et le travail en extérieur, c'est un excellent exemple. Et en fait, tout ça, et puis le sport, parce que en fait, c'est ce qui est lié à ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain. Encore une caractéristique de vulnérabilité qui est liée cette fois à notre aménagement du territoire. Nos villes, elles ont été construites pour quoi? Elles ont été construites pour être hyper efficaces. Hyper efficaces dans quoi? Dans le déplacement des voitures. Faut lire André Gortz là-dessus, c'est très important, c'est très intéressant. Il montre en fait comment les villes, c'est un petit texte d'ailleurs, sur que j'avais ressorti au moment où Macron avait dit qu'il adorait la bagnole, et qui montre en fait que l'intégralité de nos villes, elles ont été construites autour des villes. Et pour construire des villes grandes autour de la bagnole, il faut tout imperméabiliser. Sauf qu'un sol imperméabilisé, c'est un sol déjà qui accélère le cycle de l'eau, mais c'est surtout un sol qui est un radiateur qui s'allume en été et qui s'allume d'autant plus fort qu'il fait chaud. Donc ça fait que les villes, elles sont de plus en plus invivables et elles prennent des augmentations de température, on va dire superficielles, par rapport au changement climatique lui-même. On a aussi une articulation qui est intéressante avec les épisodes de pollution. Quand il fait chaud, on a des polluants qui s'appellent de l'ozone qui peuvent se former plus facilement, et l'ozone, à partir des PM, à partir du coup les PM, c'est les grosses particules qui sont liées à une combustion incomplète du carburant des automobiles, et du coup l'ozone, c'est quelque chose qui a des conséquences très importantes sur la santé, et donc en fait le changement climatique augmente les pollutions de l'air, et il y a l'effet exactement inverse. Donc le trop chaud augmente les pollutions de l'air, mais aussi l'émission de polluants, notamment par les voitures, va créer ce qu'on appelle des sources de chaleur locales. Ça augmente la température de la ville, mais aussi une partie de ces polluants vont garder aussi un peu de chaleur en surface, et donc augmenter le trop chaud. Donc il y a une petite boucle de rétroaction positive encore ici. Et effectivement, on va avoir tout un tas d'activités économiques où ça va être beaucoup plus difficile de travailler en extérieur. On peut voir à peu près comment ça se passe déjà, les conditions de vie. Il y a un rapport qui était excellent, qui est le rapport d'Alexandre Florentin et de la mairie de Paris sur vivre à 50 degrés, pour aller voir tout ça en détail, ses conséquences sanitaires, les conséquences du coup aussi sur le dimensionnement de l'hôpital, les conséquences sur les horaires de cours, les conséquences sur les bâtiments, parce qu'en fait l'intégralité de nos bâtiments, ils sont pas dimensionnés, soit on a énormément de passoires thermiques, on a 12 millions de personnes en France qui sont dans une forme de précarité énergétique. Cette précarité énergétique, elle se traduit par quoi? Par avoir froid l'hiver, ou payer extrêmement cher pour le chauffage qui a énormément augmenté du fait de notre dépendance notamment au gaz fossile, et de l'absurdité complète que nous impose l'Union européenne sur indexer le prix de notre électricité sur le prix du gaz. Donc ça a fait vraiment ça a coûté des milliards d'argent public pour simplement subventionner le delta d'augmentation d'un phénomène qui n'avait aucune réalité physique. On a une électricité en France qui est très 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 peu chère, avec notre part très importante de nucléaire et de renouvelables, et on s'est retrouvé à devoir compenser artificiellement une augmentation très importante du prix de l'énergie des ménages pour des histoires des choses qui sont absurdes. Quand par exemple l'Espagne ou le Portugal se sont déconnectés du marché de l'électricité à cette période-là. Passons. Et donc la question des bâtiments, elle est aussi fondamentale pour en fait comprendre une autre forme de maladaptation systémique. C'est que si on n'a pas de planification de désimperméabilisation de nos villes pour en faire des villes qui transpirent et des villes éponges,
et qu'on n'arrive pas à avoir enfin une vraie planification de la rénovation thermique, eh ben on va se retrouver en fait avec des villes qui vont être de plus en plus chaudes parce que quand vous allez avoir envie de dormir, vous allez installer une clim chez vous. C'est tout. On peut faire du shaming là-dessus, mais au final, si t'as pas de planification, ça va commencer à arriver comme ça. On va mettre des clims, on va se retrouver comme ce qui se passe en Espagne, où il y a beaucoup de climatisation déjà, mais surtout le pire. Après, c'est vraiment les États-Unis d'Amérique, hein. Vous allez croire que j'ai une dent contre eux un petit peu. Mais quand vous êtes, par exemple, dans une ville comme Washington en été, bah, vous devez sortir avec votre veste parce qu'ils foutent toute la clim à 20 degrés en intérieur, 20, 18. Ça souffle tout le temps et donc les villes dehors, il fait 35. Ça n'a absolument aucun sens. Et du coup, tu tombes malade en permanence et parce que en fait, les clims sont des sources de chaleur des frigos inversés, pardon. Ça crache du chaud en extérieur. Et donc ça renforce l'effet Low-Urbain. Renforce l'effet Low-Urbain, il fait plus chaud, il faut plus de clim. Il y a que des boucles en fait de rétroaction négative comme ça. C'est tout le temps des boucles de rétroaction, en fait. Ouais, positif du coup, en termes d'entretien, mais négatif pour tout le monde et qu'il faut casser. Et on peut pas les casser dans le statu quo. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre un peu sur la question de l'adaptation. C'est-à-dire que sans vraiment l'adaptation dans le statu quo, elle est impossible. Parce que l'adaptation dans le statu quo, c'est-à-dire une adaptation où on ne planifie rien, on n'anticipe rien, ça va pas se faire tout seul, en fait. Et ça permet, en fait, de se départir pour moi des deux éléments qui posent question sur la vision globale, à mon sens, hein, ou mainstream comprise par le grand public sur ces enjeux écologiques. Ces enjeux écologiques aujourd'hui, ils sont tout le temps ramenés, beaucoup en tout cas, à des formes soit d'action individuelle, soit de plaidoyer politique. C'est toujours ramené à une forme d'infantilisation. C'est toujours ramené à quelque chose qui se traduit en fait par on va refaire le colibri. Le colibri de Pierre Rabhi, je passerai sur Pierre Rabhi, c'est en fait il y a un incendie en Amazonie, d'accord, et donc il y a un colibri, tout le monde s'en fout, et puis il y a un colibri qui va aller prendre sa goutte d'eau et qui va aller éteindre l'incendie avec sa goutte d'eau. Et lui, il fait sa part. Et donc il y a énormément et après les colibris ils commencent à suivre et tout le monde va éteindre l'incendie. Sauf que je sais pas si tu sais comment ça se finit cette histoire. Bah, l'incendie continue, tout le monde a fait sa part, mais tout le monde est mort. Et donc ça, c'est très gênant pour moi parce que du coup, c'est un rapport qui individualise un problème systémique par rapport à des comportements individuels. Ça veut pas dire qu'il faut pas les faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas montrer qu'on les fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas mener une bataille culturelle sur des questions comme l'avion, sur des questions pour moi beaucoup plus pour la viande. D'ailleurs, c'est parce que la viande, elle est au cœur de tout, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'assèchement des sols, sur l'hyperspécialisation de notre agriculture. La viande, c'est vraiment un truc mais immense hein, en termes de pas à faire. Et l'autre point, c'est donc une forme de plaidoyer politique, c'est-à-dire demander à nos dirigeants de faire. Et malheureusement, bah, vu le contexte politique, on est coincé avec ça. Et ça, c'est les deux étaux dans lesquels on est pris parce que ça finit par déprimer les gens. Quand il y a rien qui marche, bah, tu remets tes œillères. Tu peux pas, en fait, te prendre des shoots de peur sans avoir une forme d'élément émancipateur, une espèce de chemin, quelque chose qui te parle, une forme de mise en lien autour de la construction d'autres choses. Et moi, je pense que les deux choses à construire, c'est les institutions de la robustesse et de l'entraide pour répondre en fait à ces doubles éléments-là, l'effet des rhinocéros gris, aussi les signes noirs qui vont être provoqués par le changement climatique, puisque ça crée des effets dominos dans tous les sens. On pourra expliquer a posteriori ça, mais en mettant en bout à bout des signaux faibles qu'on peut voir maintenant, mais qu'on ne voit pas comme une accumulation exactement comme on peut expliquer a posteriori le Covid, mais on peut pas savoir comment quand le Covid se déclenche. Bah, il va falloir des institutions pour gérer en fait cette incertitude fondamentale qui vient se coupler à des choses qu'on peut anticiper, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur les cartes. Et le changement climatique, c'est pas que les cartes, c'est aussi des signes noirs. On va peut-être revenir après sur comment on doit s'adapter. On va parler planification peut-être. Ouais. Mais avant ça, c'est vrai que j'aimerais revenir aussi sur un moment que moi j'ignorais, mais le réchauffement climatique qui a aussi un impact, notamment sur tout ce qui est infrastructure, genre les ponts. Exactement, ouais. Les rails de train aussi, ils ont tendance à se rétracter, je crois que c'est ça. Et même aussi, qu'est-ce que je veux dire, la chaîne du froid aussi qui est impactée. Ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les rails de train? Ce qui se passe avec les rails de train, c'est que les rails, ça fait tout le temps ça. Hein. Ça se dilate tout le temps, ok? Et vous avez, alors là, j'aurais dû réviser, il y a un appareil, je sais plus comment il s'appelle, donc disons l'appareil, vous retrouverez sur ce que c'est, qui, à chaque fois que les rails se dilatent trop, elle les ramène, ok? Sauf que c'est une opération mécanique très forte. Et donc, en fait, ces appareils-là, quand la dilatation des rails, elle est trop importante, et ben, ils finissent par se casser
en ramenant la rail. Donc en fait, on va avoir effectivement une augmentation des travaux de maintenance et effectivement ces appareils-là, ils vont être dimensionnés sur des conditions climatiques passées. C'est aussi le cas notamment avec les routes. En 2022, lors du Tour de France, en fait, je sais pas si tu te souviens, c'est donc 2022 les grosses sécheresses, et il fallait arroser les routes parce qu'il y avait des crevasses qui commençaient à se former, tu vois. Ça, c'est du fait du retrait gonflement des argiles aussi et des sols secs. Donc, il y a ces parties des infrastructures-là. Il y a les parties, effectivement, sur la climatisation des transports, l'augmentation du nombre de malaises dans les transports. Si on les climatise pas, pour moi, il faut de la climatisation dans tous les lieux publics. La climatisation individuelle est à bannir. Par contre, on va être obligé de mettre de clim beaucoup plus dans les lieux publics parce que ça va être une question sanitaire en fait tout simplement. Et effectivement la question de c'était quoi l'autre élément que tu m'avais dit? C'était sur la chaîne de froid et les ponts. Ouais, ah oui, les deux. Alors dans les ponts, c'est très intéressant. Il me semble que dans le rapport Paris à 50 degrés, il y avait le pont Cardinet à Paris et le pont Cardinet, il fallait arroser dans les périodes de sécheresse importantes les jointures pour pas que le pont soit déstabilisé. Et ça arrive régulièrement de faire de la maintenance sur ces infrastructures-là. Et du coup, la chaîne du froid, la chaîne du froid, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des systèmes de climatisation. C'est quelque chose, par exemple, la chaîne du froid, on le retrouvait, mais chez toutes les entreprises. Quand moi je faisais mes analyses de risque, et j'en fais encore, parce que en fait, tu vas avoir une augmentation du coût de la climatisation. Si tu as un delta de température entre l'extérieur et ta température de consigne plus importante, tu as plus d'énergie qui est consommée, et ta climatisation aussi, elle est dimensionnée pour tenir un certain delta pendant un certain nombre de temps. Si ce delta est dépassé, la clim elle casse, et là tu as un phénomène de rupture qui fait perdre l'intégralité de ta production. Donc tu as aussi, avec le changement climatique, une augmentation généralisée des consommations électriques en été. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand on peut le confronter notamment à l'évolution des demandes d'électricité, à l'évolution par contre de l'offre présente d'électricité, notamment en France, en été. Qu'est-ce qui se produit? Il y a moins d'eau dans les cours d'eau et l'eau elle est plus chaude. Ce qui fait que le nucléaire et l'hydroélectricité vont connaître des pertes de production. L'hydroélectricité, ça va être une question du débit. L'hydroélectricité s'en fout de la température de l'eau. L'hydroélectricité, ça veut dire il y a des débits moins importants d'eau et donc on a une diminution de la quantité d'eau qu'on peut qui va générer une une production électrique. Excuse-moi. Par exemple, il y avait un barrage, le barrage de Massira, je crois, c'est le deuxième plus grand au Maroc. Je suis désolé si j'écorche, qui a asséché maintenant et qui fait qu'on a une perte de production électrique qu'il faut compenser avec autre chose. Pour le nucléaire, il y a deux cas. Il y a le nucléaire en circuit fermé. Lui, en fait, il prélève et il va rebalancer à peu près 50 à 60% de l'eau sous forme de vapeur d'eau, donc il va la consommer. D'accord, tout est prélevé, mais il y a une partie qui est consommée. Et ça, c'est aussi le débit qui va affecter la capacité d'opération de la centrale, puisqu'en fait, en consommant de l'eau, il ralentit le débit lui-même. Il y a des seuils sur les débits. Et la dernière partie, c'est les centrales en circuit ouvert. Et là, ça va être une question de température de rejet de l'eau pour la biodiversité. Et donc, quand l'eau, elle dépasse un certain seuil de rejet, et ce seuil de rejet, il est proportionnel où il a une relation avec le seuil de l'eau en entrée. Donc, plus l'eau est chaude, plus ce genre de centrale doit s'arrêter. Donc, en gros, on va avoir une contraction de l'offre de production d'électricité en France, qu'on connaît déjà un petit peu, en été. Et on va avoir une augmentation de la demande. Pourquoi on va avoir une augmentation de la demande? Parce que les clims, ok, ça c'est assez facile, mais aussi parce que on a notre transition encore, c'est-à-dire qu'on a une électrification des moyens de transport, et donc on va aller en vacances en voiture électrique, et donc on a aussi une électrification de notre industrie, la volonté de réindustrialisation, donc plus de consommation électrique. Quand tu regardes les stratégies nationales bas carbone ou la prospective énergétique de notre pays, il y a deux tendances: diminution à peu près de 40% à 2050, il me semble, de l'enveloppe de consommation énergétique globale. Par contre, là-dedans, il y a plus d'électricité en valeur absolue. Et donc, il y a plus de production d'électricité. Et en fait, RTE a fait un travail pour voir est-ce que, en fait, on peut matcher le différentiel d'offres et de demande dans le cas de scénario où on met beaucoup de nucléaire. Parce que c'est le nucléaire qui est plus sensible. Et la réponse, c'est oui, mais c'est chaud pour aller vite. C'est-à-dire qu'en fait, notre infrastructure électrique, de production électrique, elle est dimensionnée pour tenir des pics hivernaux très importants, où on a des chauffages importants. Et a priori, dimensionner sur un pic hivernal, ça permettrait aussi de dimensionner sur le pic estival, parce que le pic estival de consommation serait quand même moins haut que le pic hivernal de consommation, et que du coup, même en
en s'amputant d'un certain nombre de capacités de production nucléaire parce qu'il faudrait les arrêter, on arriverait à peu près à matcher l'offre et la demande, mais c'est un scénario qui manque un peu et qui n'a pas la capacité aussi de modéliser l'évolution réelle de toutes les activités autres que le nucléaire pour la consommation en eau. Donc en fait, il faut comprendre pour les prélèvements, c'est vraiment l'électricité qui génère le plus de prélèvements d'eau en général. Et parmi l'eau prélevée, il y a l'eau consommée. Et pour l'eau consommée, c'est plus l'agriculture. Donc c'est des sujets ça qui peuvent être traités de façon technique, mais après c'est des sujets où il y a quand même pas mal d'incertitudes, notamment sur les évolutions à mener. Donc voilà à peu près sur les éléments liés à la production électrique. Et en fait, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? Parce qu'en fait, dès qu'on est un ingénieur, on va dimensionner une infrastructure par tradition pour durer 30-40 ans et on va la dimensionner en général sur des conditions climatiques passées qu'on connaît. On va prendre le pire extrême, on va se dire on gère le pire extrême et c'est bon, on aura géré toute la panel de conditions climatiques pour lesquelles notre infrastructure, que ce soit une infrastructure matérielle, une infrastructure de production, peut gérer. Sauf que ça n'a malheureusement, et c'est encore une conséquence extrêmement importante de l'adaptation, c'est que tout ça n'a plus de sens. Le climat change et va changer pour toujours maintenant. Le climat passé est terminé et donc il nous faut trouver des moyens d'avoir des infrastructures qu'on arrive à dimensionner sur des conditions climatiques futures. Et c'est pour ça que il y a le 4 degrés. C'est pour ça qu'on a créé dans les ministères cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, trajectoire de référence à l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire en fait une trajectoire qui permet de faire un cadre, d'accord, sur le niveau de réchauffement auquel il faut aller se préparer, parce qu'il faut harmoniser un peu les acteurs et les décisions publiques. Mais sauf que cette track là, ce 4 degrés, c'est en train d'être récupéré pour justifier la possibilité de vivre à 4 degrés, alors que c'est un indicateur technique. D'accord? La trajectoire, c'est vraiment quelque chose dont ont besoin les acteurs pour s'adapter, mais c'est pas un futur souhaitable, ni un futur possible. C'est un dimensionnement technique. D'accord? J'aimerais aussi revenir tu as évoqué le sujet tout à l'heure, c'était sur un monde qui est inassurable, c'est-à-dire que les assurances ne voudront plus assurer, Ouais. par exemple, les logements contre des conséquences liées à des catastrophes naturelles de type inondation, incendie, etc. En fait, j'ai vu des chiffres il y a pas longtemps, je crois, comme quoi c'était l'année 2024 où les assureurs ont plus indemnisé les gens pour des catastrophes naturelles que ce soit pour leur maison. Je pense que demain, avec un monde où les catastrophes naturelles seront plus fréquentes, il y aura potentiellement plus d'assureurs en fait. Alors, ça, si on n'organise rien, oui, ça va être la merde comme le reste, mais on peut essayer d'organiser quelque chose. Ça se produit déjà, ça. T'avais notamment début 2025 un maire de droite, LR, le maire d'une commune dans la Roya, qui n'avait plus la Roya. Il y a eu les événements très graves de la vallée de la Roya, qui ne trouvait plus d'assureurs privés en fait, parce qu'effectivement, il y a une double dynamique qu'on a aussi pu voir dans le cadre à Los Angeles, c'est-à-dire que effectivement, ceux qui croient pas au changement climatique ou je sais pas quoi, t'as qu'à regarder en fait ce que font les assureurs pour être sûr qu'il y a peut-être des emmerdements à venir. Et il y a deux éléments qui se produisent chez les assureurs. Soit effectivement, il y a un phénomène encore du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire il y a un assureur qui s'en va, qui fait que l'autre s'en va, parce que assurer un territoire, quand tu as plusieurs assureurs, ça permet de mutualiser les risques. Il y a une notion de coopération entre les assureurs qui est importante et on peut pas mutualiser les risques et faire de la prévention quand on est tout seul. Et donc, quand il y en a un qui commence à s'en aller, l'autre s'en va, etc. Il y a l'autre phénomène aussi qui est l'augmentation des tarifs, des franchises d'assurance sur certaines zones. Et donc, ça a exactement le même effet, c'est-à-dire que ça va exclure les plus précaires d'une couverture d'assurance. Donc, dans les deux cas, vous avez des gens qui sortent du système de protection et d'assurance privée et qui se retrouvent du coup sur le système en dernier recours, donc le système public pour les particuliers. Aux États-Unis, ils ont fait les trucs qu'ils adorent faire, c'est-à-dire rien de systémique. On a fait un backstop, c'est-à-dire en fait une assurance publique pour les pauvres, quoi, ceux qui peuvent pas se payer d'assurance, les autres payez-vous votre assurance, sauf que tous les assureurs se sont barrés de Californie. Donc tu as eu la classe moyenne, voire les très riches qui se sont retrouvés dans cette assurance publique, le truc était pas dimensionné du tout et du coup, c'est la puissance publique qui va devoir abreuver le fonds et donc un fonds de sauvetage devient le fonds global, quoi. On a un peu un phénomène comme ça, mais un peu plus insidieux en France,
où en fait beaucoup d'assureurs ne se retirent pas parce qu'ils comptent sur le fait que s'il y a vraiment une catastrophe grave, il y a le fonds CatNat qui va les sauver. Donc le fonds public qui est là pour si un assureur prend une trop grosse perte, et ben il y a le fonds public qui va réalimenter, rembourser l'assureur pour pas qu'il fasse faillite, etc. On a un peu un phénomène exactement comme celui des banques en 2008 côté assureur, c'est-à-dire que effectivement, il y a un phénomène de retrait, mais il y a énormément de difficultés du coup à avoir de la coordination entre les acteurs pour financer des formes de prévention entre les acteurs et les assureurs. Et effectivement, ouais, il y a une tendance très longue de retrait et de conflits entre les pouvoirs publics, les collectivités locales et les assureurs. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment une énorme augmentation de la tension. Et là, sur toutes les tendances politiques, hein, il y a énormément de maires qui n'arrivent plus à assurer leur territoire. Et s'ils n'arrivent plus à assurer leur territoire, ça veut dire que s'ils ont une perte, c'est pour eux. Et les dotations aux collectivités ont été assez sabrées là-dessus. Il y avait une émission qui était hyper intéressante que vous pouvez retrouver sur France Culture qui s'appelait Pour une sécurité sociale du risque climatique et qui expliquait ces grandes tendances, notamment de départ des assureurs et les problèmes que ça posait. Et il y avait un gradient de radicalité sur les solutions. La première solution, c'était de forcer ou de pousser les assureurs à se remettre sur les territoires et de les forcer ou de les faire en continuation de coopération pour qu'ils puissent mutualiser les risques ensemble et donc faire des investissements de prévention. Et puis la version un peu plus puissante, c'est de reprendre ce qui avait été fait en 81, en tout cas sur le premier mandat de Mitterrand, c'est-à-dire la nationalisation de tous les assureurs, parce que si en fait ils sont plus capables de couvrir les pertes et que c'est l'État qui doit les abreuver, bah la question de la nationalisation se pose pour imposer une forme de mutualisation. Et ça, quand tu parles directement avec des gérants économiques, des assureurs, ils sont pas tous conscients de ce risque-là, de ce dernier-là, du risque un peu de nationalisation qui serait possible sur un scénario de rupture et qui est quelque chose qui n'est pas un tabou hein, sur une partie de la classe politique du tout. Et donc ça, c'est des choses à anticiper. Il y a une très bonne citation sur la question de l'assurance qui est la situation du PDG de AXA à la COP 21 en 2015, Henri de Castries, qui disait qu'un monde 4 degrés n'était pas assurable parce que effectivement, oui, dans le modèle actuel des assurances, il y a énormément de choses qui étaient assurables avant et donc solvables, qui pouvaient générer du profit, ne le génèrent plus et c'est des entreprises capitalistes. Donc, quand ça génère plus de profit, soit on augmente les prix pour qu'on puisse faire un peu de profit sur les activités économiques, soit on se retire carrément. Et la seule façon de conserver quelque chose comme ça, c'est soit d'avoir de la coordination euh, imposée à ces acteurs en réalité. Donc ouais, il y a une question de l'assurance qui est très 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 importante. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux politiques d'adaptation. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme politique? Déjà, tu dis dans ton livre que notre système économique est incompatible avec les enjeux climatiques. Oui. Et alors la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on doit envisager une sorte de décroissance, une sorte de planification démocratique pour répondre à tous ces défis? C'est quoi ta vision là-dessus? Ouais, pour moi, il faut reprendre l'économie du donut. C'est ça la solution, mais il faut préciser c'est quoi. L'économie du donut de Kate Raworth, donc je pense que pas mal de gens dans l'audience savent ce que c'est, mais on va quand même résumer. C'est un concept d'espace sûr, juste et durable pour l'humanité. C'est-à-dire que chaque être humain aurait le droit de se situer dans un donut. Le plancher du donut, c'est la satisfaction des besoins, donc des besoins vitaux, l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé, à l'amour, à un bien-être physique, mental. On pourrait résumer tout ça par la forme de One Health. Et le haut du donut, qu'il faudrait pas dépasser, ce sont les frontières planétaires. D'accord? Parce que si on dépasse les frontières planétaires, on a une force de rappel. Et la force de rappel, il faut penser ça comme un élastique qui peut venir se faire casser sur le plancher social et donc, en fait, empêcher l'accessibilité à un certain nombre de besoins. Et donc, en fait, il y a deux choses à faire en même temps. Pourquoi il faut mettre en sécurité sociale les communs et mettre en sécurité sociale les besoins. C'est-à-dire paver l'économie du donut de Kate Raworth de sécurité sociale. Si on commence par les besoins, on va commencer du coup par la planification robuste. Il y a en fait, si on résume les effets du changement climatique, ils vont du coup empêcher de plus en plus l'accès à des communs.
En été, on n'aura plus accès à un air qui est respirable pour aller hyper vite parce qu'il sera trop chaud. On n'aura plus accès à assez d'eau pour boire ou pour faire de la production agricole ou pour faire de la production électrique, pour assurer les besoins vitaux. Et donc, la première chose à faire, c'est planifier une forme de robustesse qui s'oppose à l'efficacité dans tout un tas de secteurs de notre économie, tout un tas d'infrastructures, tout un tas de territoires. Le concept de la robustesse, c'est un concept qui est absolument magnifique et décisif. Moi, je trouve, c'est le concept qui est apporté par Olivier Amand. Olivier Amand, il est biologiste et Olivier Amand, il explique qu'en fait, tout notre système économique, il marche sur une chose, c'est l'efficacité, et le vivant ne marche que sur absolument pas l'efficacité, mais sur la robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un être vivant qui est hyper efficace, il finit par pomper toutes les ressources du milieu, altérer tout l'écosystème au cours de lui, se multiplier comme pas possible, et donc se retrouver sans ressources et s'effondrer. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que l'efficacité, elle est possible uniquement dans un monde à la limite qui est stable, d'accord? Mais dès que le monde est plus stable, l'efficacité, dès qu'on a un petit delta de changement de conditions, l'efficacité, ça s'effondre d'un coup. Et ce qu'il explique, c'est que le vivant, en fait, le paradigme majoritaire, c'est celui de la robustesse et surtout pas de l'efficacité. Et la robustesse, c'est le fait d'être moyen partout, pour le dire rapidement. C'est-à-dire d'avoir des types de production, d'avoir une forme de diversification qui permet de gérer tout un tas de pénuries, tout un tas de crises, tout un tas de conditions changeantes. On y met de la lenteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vie qui soit absolument portée sur uniquement la satisfaction d'un seul besoin, mais on a quelque chose qui permet d'avoir de la lenteur, de la réflexion dans les grands usages. Et le dernier élément, c'est l'élément de redondance, c'est-à-dire qu'on a en fait des redondances qui permettent, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, d'avoir, on va dire, des plans B, des plans C, des plans D. Aujourd'hui, tout notre système économique, il marche exactement sur l'inverse. Il marche sur l'hyper-spécialisation des productions que l'on doit, du coup, comme je l'ai dit, sur la partie agricole, qu'on doit réaliser dans des milieux qui sont, mais en général, stérilisés et dopés. On est obligé, dopés aux énergies fossiles, stérilisés par des formes d'uniformisation qui permettent l'efficacité et la fuite en avant de l'efficacité. Et du coup, fondamentalement, on a un système économique qui marche sur cette logique-là. Pourquoi il marche sur cette logique-là? Parce que c'est le capitalisme qui marche sur cette logique-là. Il faut surtout pas avoir peur, pour moi, dans les milieux écologistes, de décrire vraiment comment fonctionne le capitalisme, parce que ça donne une forme d'objectivation. Le capitalisme, c'est un cycle très simple. C'est argent, marchandise, argent, prime. Et le but, c'est que argent prime soit plus grand que argent. C'est-à-dire, j'ai une quantité d'argent et je vais acheter des choses, des marchandises, pour que ça y ait plus d'argent à la fin. Ces marchandises, elles peuvent être de deux types. Il y a les marchandises qu'on appelle le capital, donc acheter des machines, grosso modo. Et pour faire marcher les machines, il faut du travail humain. Et dans l'explication de Marx, le travail humain, c'est une marchandise. Et c'est une marchandise magique, parce que c'est la seule qui crée plus de valeur que ce qu'elle coûte. C'est elle qui crée la plus-value, c'est elle qui crée la richesse. Il y a que elle. Et du coup, pour augmenter le delta entre l'argent prime et l'argent, il faut exploiter le travail, c'est-à-dire qu'il faut que la durée de travail soit la plus longue possible, qu'elle concerne le plus de personnes, et qu'on augmente la productivité du travail, c'est-à-dire que l'heure travaillée crée plus de richesse possible. Ça, c'est l'IA, la technologie, l'innovation. Et le capital, il y a deux choses pour le rendre le plus fructifiable possible. Le premier, c'est ce qu'on appelle le travail mort, c'est-à-dire l'accumulation, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir plein de machines. D'accord ? Plus on a de machines, plus en fait on a du travail mort en nous, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé pour construire ces machines, et plus on accumule de travail mort, plus on peut créer des économies d'échelle et donc augmenter la plus-value. Et évidemment, le dernier élément du capital, c'est l'exploitation des ressources, c'est-à-dire de maximiser les flux d'énergie et de matière. Et en fait, le capitalisme, il s'organise sur cette logique-là, et cette logique de concurrence entre toutes les entreprises qui font cette circulation. Argent, marchandise, argent, prime. Et en fait, on est sur un paradigme, encore une fois, de la compétition qui va créer du coup un cercle vicieux où si tu peux faire plus d'argent, argent prime plus grand que argent, mais tu vas être bouffé par ton concurrent qui a un delta plus important parce que là, il va te racheter. Et donc, en fait, cette logique-là, c'est une logique de prédation de tous contre tous et qui empêche d'avoir des modèles alternatifs s'ils sont pas
protéger des formes de concurrence qui existent. Et donc, en fait, et tout est organisé autour de ça. Et si tout est organisé autour de ça, on a l'énorme problème de la bicyclette. En fait, c'est une bicyclette infinie. Si on arrête de pédaler, on tombe. Et ça crée des crises financières. Et en permanence, le capitalisme a cette structure de créer des crises par lui-même. Il a des crises de surproduction parce qu'il produit. Et à un moment, il s'arrête, il dit, qui veut acheter mes marchandises? Personne ne veut les acheter. Et donc ça s'appelle une crise de surproduction. Ça arrive tout le temps dans l'histoire. Et ces crises de surproduction, elles ont des conséquences du coup. Et c'est une conséquence aussi qu'on peut articuler avec le paradigme de l'efficacité. Et donc, en parallèle, la croissance économique, c'est la croissance du profit. Et la croissance, elle est la condition du maintien du capitalisme. D'accord? Fondamentalement. C'est la croissance, c'est le fait, c'est ce qui permet à la machine de tourner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme l'explique très bien Jean Covici, en particulier en France, une énorme partie de notre croissance économique, c'est plus de la vraie croissance économique, c'est de la croissance économique qui est dopée à la dette. Parce qu'en fait, on imprime de l'argent pour que la machine continue à tourner parce qu'on est terrifié que la machine s'arrête et qu'on n'a rien prévu, surtout si elle s'arrête. Ok? Donc ça, c'est très, très important pour comprendre le paradigme de l'efficacité. Et donc, dans la robustesse, c'est renverser complètement ce paradigme-là. C'est-à-dire, c'est créer, en fait, des planifications qui permettent de sortir des sphères économiques entières ou des territoires entiers de ce paradigme de l'efficacité. La première planification, par exemple, pour nos villes qu'il va falloir faire, c'est y inclure des trames vertes et des trames bleues. Les trames vertes, fondamentalement, c'est des endroits où, en fait, on a des corridors de biodiversité et c'est des endroits qui vont transpirer. C'est des parcs, des jardins, des forêts, des rues jardins, etc. En fait, c'est remettre de la biodiversité, remettre des choses qui peuvent transpirer dans la ville, en fait. Et les trames bleues, c'est pareil. C'est des petits cours d'eau, des marais, c'est la renaturation des cours d'eau aussi qui s'y trouvent, les rivières, bref. Et en fait, les trames bleues et les trames vertes, ça permet de transformer notre ville en une structure qui transpire, exactement comme nous, les humains. Lorsqu'il fait trop chaud, on transpire parce qu'on fait des gouttes de sueur et les gouttes de sueur, l'énergie thermique va enlever la goutte de sueur au lieu de réchauffer notre peau et donc ça nous refroidit. C'est exactement ce qu'il faut faire pour nos villes. Et ça nécessite de les diversifier, de leur inclure de la robustesse. Et aussi, une ville avec le trop d'eau, c'est une ville qui devient une ville qui est capable de résister au trop d'eau. C'est une ville perméable et donc c'est une ville où fondamentalement l'eau elle est capable de s'écouler par rapport au sol. La deuxième paradigme fondamental qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en place dans notre agriculture, c'est mettre en place le paradigme de l'hydrologie régénérative. L'hydrologie régénérative, c'est on va aménager la parcelle agricole par un certain nombre de baissières, de retenues collinaires, etc., pour que le cycle de l'eau il soit ralenti au maximum. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir dans une topographie d'une parcelle agricole qui plonge, et que du coup, dès qu'on a un excès d'eau, tout dévale la pente, on fait l'inverse. En fait, on va faire on va aménager la parcelle pour que l'eau soit le ralenti le plus longtemps possible. Et dedans, on va y inclure tout ce qui existe déjà et qui marche super bien. C'est-à-dire l'agriculture de conservation des sols, la permaculture, l'agroécologie et l'agroforesterie. L'agroécologie, c'est quoi? C'est qu'on va diversifier les productions, on va laisser le sol en jachère et en particulier, on va avoir des moments où on va faire des rotations de culture pour enrichir notre sol des nutriments qui ont été pris par la production agricole qu'on réalise. On réalise des productions agricoles aussi sans homogénéité génétique et on se passe de tout ce qui détruit la vie des sols. Et également, le meilleur climatiseur qu'on a pour nos villes ou pour nos agricultures, ce sont des arbres. Les arbres, ça transpire quand c'est grand, 100 de litres d'eau par jour. Ça peut le faire en tout cas. Et cette 100 de litres d'eau par jour, en tout cas c'est plusieurs dizaines de litres d'eau par jour, et ça refroidit tout le reste puisque c'est de l'énergie solaire qui n'est pas utilisée pour chauffer la parcelle. Ça crée évidemment de l'ombrage et surtout ça a un effet d'arroseur automatique des sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que les racines de l'arbre elles sont profondes, lorsqu'on a une sécheresse superficielle du sol, l'arbre il est capable d'aller chercher de l'eau en profondeur et d'irriguer ainsi toute la parcelle agricole. Et donc le paradigme de l'hydrologie régénérative, c'est un paradigme qui change par rapport à celui de l'efficacité, qui sort de ce paradigme-là, mais qui permet du coup un changement fondamental de pratiques agricoles. Et ces pratiques-là, en fait, on peut les faire naître que dans des formes d'économie protégée, d'accord? C'est-à-dire que si vous mettez de l'hydrologie régénérative tout de suite en concurrence économique avec de l'agriculture hyper intensive en pesticides aux engrais, elle est moins compétitive. Mais donc, on est obligé de créer
aujourd'hui ces parcelles de robustesse un peu partout. Et il faut pas croire que ça n'existe pas. Il y en a partout déjà des initiatives qui se montent. On peut aussi traiter la question de la sobriété matérielle comme un enjeu d'adaptation et de résilience. Puisqu'en fait, plus on va aller loin dans le changement climatique, plus en fait nos plans pour s'accaparer, pour récupérer des métaux chez nous, bah ça va être un peu compliqué parce que les métaux ils viennent par exemple de Chili et le Chili a d'énormes problèmes de stress hydrique et donc ils vont avoir des choix à faire entre faire boire les Chiliens, faire de l'agriculture au Chili ou sortir les minerais des métaux. Et donc tout ce que vous faites en termes de sobriété, donc de consommation de moins de métaux, d'organiser une forme de réindustrialisation autour des objectifs de réusage, de réemploi, de recyclage en dernier recours, mais avant de la sobriété, eh ben ça permet de se passer de besoins métalliques pour la transition et de besoins métalliques des ateliers de réparation aussi, d'extension des durées de vie, de lutte contre les obsolescences. Également, il y a les questions d'ajouter, de renaturer beaucoup nos cours d'eau et nos côtes. Les écosystèmes côtiers, donc type mangrove, dunes, etc., et les écosystèmes de cours d'eau, ce sont des écosystèmes qui marchent comme des éponges. C'est-à-dire que quand vous avez un cours d'eau qui va déborder ou l'élévation du niveau de la mer qui va s'avancer, pouf, ces espèces-là, les répisylves, les mangroves, les dunes, tout ça, bah ça va capter l'eau et ça va empêcher que la canalisation soit trop importante. Il faut penser en fait à des cours d'eau artificialisés comme des réseaux sanguins. C'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose dans le réseau sanguin, c'est un caillot sanguin et vous créez des hémorragies en fait en l'artificialisant ou en le canalisant. Les cours d'eau, quand vous les canalisez, en fait, s'ils ont pris tel ou tel chemin dans toute leur histoire hydrogéologique, c'est bien qu'il y avait une raison et qu'il y a eu des événements qui les ont dimensionnés. Donc, quand vous les canalisez et que d'un coup, en fait, vous avez un extrême climatique qui avait une période de retour très importante et qui revient, bah, ça va en prendre, ça va inonder tout ce qui était autour. Et du coup, ce qui est très intéressant aussi dans ces cours d'eau, c'est que toute la végétation autour des cours d'eau, qu'il faut conserver et qu'il faut renaturer, c'est quelque chose qui restitue l'eau en été aussi. Donc l'éponge, lorsqu'il y a trop d'eau, elle se gonfle, et lorsqu'on est dans la sécheresse, pouf, elle se serre. Le vivant est quand même hyper robuste. Et c'est pour ça qu'il marche comme ça. Il marche par les symbioses, il marche par énormément de ces éléments-là. Et donc, s'en inspirer sur énormément de points, c'est vraiment construire, mais assez facilement, les grandes planifications qu'il faut faire pour la robustesse. Mais pour ça, il faut surmonter un certain nombre de blocages économiques. Et les blocages économiques, on pourra en dire un mot, notamment avec la notion d'entraide. Il y a tout un tas d'autres chantiers à réaliser. Il faut qu'on arrive à faire des forêts mosaïques. Les forêts mosaïques, c'est super intéressant à regarder. C'est des forêts très diverses qui sont en fait beaucoup plus résilientes et qui sont un magnifique projet de construction de société pour moi. Les questions du coup de la relocalisation des activités agricoles, la question d'adaptation des outre-mer et de renforcer leur souveraineté alimentaire, c'est extrêmement prégnant, extrêmement important. Il y a un épisode sur ça, sur chacun de ces chantiers sur le Coursator si ça intéresse. Mais voilà, il y a énormément de chantiers qui sont hyper pertinents, hyper intéressants à réaliser et qui demandent juste un peu de volonté politique. Et cette volonté politique, c'est aussi de subvertir et de bifurquer par rapport au statu quo. Il y a pas de choix malheureusement. Ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'on a des solutions concrètes à mettre en place, mais c'est vrai que les politiques... Est-ce que tu as déjà eu des rendez-vous avec des politiques pour leur expliquer un peu les enjeux? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts à la discussion ou ils sont plutôt opaques Alors, ça dépend. J'étais reçu au Sénat il y a pas longtemps et j'étais avec des sénateurs de droite et j'étais sur ils voulaient parler de la ZAN, zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire et ils voulaient tous le torpiller parce que il y a le paradigme du maire aménageur que c'était adapté pour les grandes villes mais pas pour les petites communes, il y avait toujours le truc à casser la loi parisienne, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même un problème avec la ZAN, c'est que on met un objectif à 2050, il y a aucun jalon et donc le truc est fait pour être torpillé à moyen terme. Et vu qu'on donne et c'est très emmerdant d'avoir toutes ces attaques sans avoir en fait de projet d'amélioration de ces enjeux-là. C'est un peu le truc qui existe beaucoup dans les politiques, c'est-à-dire on va donner un objectif et ensuite on oublie les moyens qui sont nécessaires pour les réaliser. C'est exactement énormément d'éléments qui sont autour des législations écologiques. Il y a beaucoup d'interdictions, mais ces interdictions elles sont souvent mal pensées, sans solution. Par exemple, on repense très bien à l'augmentation du prix du carburant qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. C'est exactement typiquement ce genre de mesures
mal pensée, d'absence complète de penser pas la notion de justice, si la notion de justice sociale, mais si j'ai pas trop ce mot-là, c'est-à-dire en fait le fait de la dépendance des populations aux fossiles ou aux activités potentiellement toxiques de leur territoire. Et pour peut-être aller plus longuement là-dessus, moi je peux recommander de la lecture, ou en tout cas de regarder les travaux d'Alexandre Monin. Alexandre Monin, c'est un philosophe, et il a écrit beaucoup de livres. Il en a écrit 2 autour de la notion d'héritage et de fermeture. C'est-à-dire que pour lui, quand on arrive au monde politique, notre pays, il hérite d'un certain nombre de ce qu'il appelle de communs négatifs, des routes ou de choses qui vont s'effondrer, de ruines ruinantes ou de ruines ruineuses, de choses qui s'effondrent. On va dire les petits aéroports, je donne un exemple très rapide, ou les territoires de montagne, ou de ruines ruinantes, c'est-à-dire de choses où on va réinvestir, remettre de l'argent, alors qu'il faudrait surtout pas faire ça. Par exemple, les méga-bassines. Ok. Et lui, sa réflexion, c'est de dire comment on ferme les communs négatifs et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on hérite dans ces communs négatifs. C'est une réflexion philosophique extrêmement intéressante, et donc ça peut nous donner pas mal de pistes d'évolution et de chantier autour de ces éléments-là. Moi, je pense que les politiques ne sont que les incarnations de structures économiques et de conflictualités qui existent déjà dans les sociétés. Elles en sont les représentants. Les conflictualités ne sont pas quelque chose qui sont mauvaises en soi. Elles sont intrinsèques aux sociétés et au capitalisme. Parce que le capitalisme crée des confrontations d'intérêts, ce qu'on appelle les intérêts de classe, c'est-à-dire qu'il y a une partie des classes qui ont pour objectif, donc la bourgeoisie, qui a pour objectif de s'accaparer une partie des ressources, et toutes les politiques publiques vont dans le sens de permettre l'accaparement des ressources par les plus riches, parce que c'est eux qui savent investir, qui créent de la valeur économique, et que dans un paradigme de concurrence mondialisée, on a intérêt à avoir les entreprises les plus puissantes possibles, peut-être aussi dans un contexte un peu trumpien, avec le resserrement des droits de douane, la création de monopoles qui soient capables de lutter à l'international, etc., etc. Et donc toutes les politiques publiques, elles ont un objectif aujourd'hui, c'est de rendre le plus compétitif possible toutes nos entreprises et nos grandes entreprises. Et comment elles le font? Elles le font à coup de subventions publiques. Le crédit d'impôt recherche, toutes les politiques publiques liées à la politique de l'offre, comme on l'appelle. C'est-à-dire que chaque année, on balance à peu près 150 milliards d'argent public pour dégréver d'impôts des grandes boîtes, des Carrefour, des LVMH, etc., des Sanofi, pour qu'ils soient plus compétitifs. En fait, c'est des politiques qui en fait empêchent ces 150 milliards, on les retrouve pas pour être investis dans la transition écologique. Et il y a une vision un peu, et ça c'est une vision qui vient d'une pensée économique qu'on appelle le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est ça, c'est de penser que l'État, il ne doit plus avoir simplement il doit avoir un rôle de subventionnement de la puissance privée, parce que c'est la puissance privée qui fait la prospérité de la nation, parce que par construction idéologique, l'acteur privé, vu que lui il génère du profit, il sait où investir. D'accord? Alors que la puissance publique, par création, chaque euro d'argent public va être de l'argent inefficace qui ne va pas créer de richesse. Et donc, en fait, ce paradigme-là, il est hyper présent. Et dans le néolibéralisme, en fait, chaque action écologique, ça devient un aménagement de la concurrence, en fait. Et l'objectif du néolibéralisme, c'est en fait de maximiser la concurrence à toutes les sphères de la société, notamment entre les pays, mais aussi entre les entreprises, parce que la concurrence est vertueuse, et la concurrence par défaut crée des innovations, etc., etc. Il y a 2 visions de la concurrence aussi. On va dire, il peut y avoir la vision de la concurrence version Union européenne et version Parti démocrate américain, c'est-à-dire de la concurrence à peu près régulée quand même, mais avec toujours les mêmes politiques. Et puis la version, pour moi, qui est le vrai visage de cette politique-là, qui est la version trumpienne libertarienne, c'est-à-dire on enlève toutes les barrières à la concurrence, on permet la création de monopoles, alors que normalement chez l'Union européenne et le Parti démocrate, il y a une volonté d'empêcher les monopoles, parce que dans certaines théories économiques du libéralisme, les monopoles sont une catastrophe. Là, chez les Trumpistes, on s'en fiche.
parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est créer des ruptures technologiques, de créer en fait les moments d'économie schumpeterienne, c'est-à-dire au moment où il y a une destruction créatrice. Et pour ces théoriciens, les libertariens, la destruction créatrice, elle ne naît jamais, elle est empêchée par la régulation de la concurrence. Et donc ça, c'est les vraies tendances. Et tout le monde est pris dans ce paradigme-là. Par exemple, quand Trump fait le grand commence à mettre ces trucs libertariens en place et cette idéologie-là, bah, l'Union européenne, elle suit. Parce que du coup, elle va du coup réduire, simplifier la vie économique, enlever de la concurrence, parce que sinon, les entreprises européennes vont être moins compétitives que les entreprises américaines, et puis il y a toutes les histoires de droite. Et donc, en fait, quand on arrive dans ce paradigme-là, il faut absolument comprendre que il faut qu'on trouve des institutions et qu'on construise des institutions de protection et de réduction de la place de la compétition. Parce que la compétition, en fait, tous les cercles vicieux ou les boucles de rotation positives qu'on a vus, c'est des conséquences de cette compétition partout. Et on peut pas faire de l'adaptation globalement dans la compétition. Parce que l'adaptation, elle nécessite de la coordination, elle nécessite de la coopération, elle nécessite de la planification, et elle nécessite de servir l'intérêt général vraiment, en étant sûr que c'est l'intérêt général et pas les intérêts particuliers qui vont en fait par magie de pensée servir l'intérêt collectif, ce qui est bien entendu faux. Toutes les expériences du néolibéralisme montrent que ça a créé, et les travaux de Piketty aussi le montrent, ça a fait juste simplement des explosions des inégalités et des inégalités qui créent ensuite un renforcement des conflictualités et des tensions sociales parce qu'il y a des zones acceptables d'inégalité et d'autres qui le sont absolument pas, et donc il y a absolument besoin d'un rééquilibrage et même d'une bifurcation complète autour de ces enjeux-là. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on revienne aussi sur tout ce qui est géo-ingénierie. Donc beaucoup de techno-solutionnistes, comme on les appelle, pensent que la technologie va nous sauver. On a des pratiques qui émergent, peut-être que tu vas nous redire un peu, mais on a la captation du carbone, on a également les nuages, l'éclaircissement des nuages. Ouais. Il y a d'autres techniques aussi, donc tu peux rappeler, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la géo-ingénierie? Et est-ce que pour toi c'est du pur et dur greenwashing, c'est simplement se dire remettre le problème à plus tard? Bon, c'est de la maladaptation systémique pour tout, hein. C'est des choses qui n'ont... J'ai pas envie de rentrer trop. Je suis pas du coup de l'expert aussi sur la géo-ingénierie. Il y a beaucoup de gens qui en parlent mieux que moi. Moi, c'est un sujet que je vois comme une fuite en avant, simplement du capitalisme. En fait, ça va récupérer. C'est surtout les grands milliardaires américains qui sont fans de ces trucs-là, parce que en fait, moi, je pense ils ont tous un peu les pétoches de voir un monde où en fait l'entraide se renforce, où la compétition se réduit parce qu'il faut réguler par rapport à des normes physiques, etc. Et donc ils se disent, bah en fait, on va investir des millions et des millions, voire des milliards de dollars dans des solutions absolument farfelues, style effectivement les aspirateurs à CO2. Les aspirateurs à CO2, c'est on va essayer de sucer du CO2 de l'atmosphère, sauf que ça nécessite des consommations énergétiques énormes et du coup c'est pas rentable. Il y a effectivement les questions de géo-ingénierie solaire, c'est-à-dire on va ensemencer un certain nombre de nuages pour qu'ils soient plus clairs et qu'ils réfléchissent mieux les quantités on augmente la réflexion, quoi. On met des aérosols aussi, ou bien on fout du fer dans les océans pour que les planctons ils séquestrent plus de carbone et donc on maximise les efficacités des puits de carbone. Bon, pour régler son compte à ça en une seconde, à chaque fois c'est des initiatives déjà où on ne maîtrise rien. C'est des initiatives de petits savants fous à chaque fois. Moi, je suis persuadé que les libertariens vont aller là-dessus, veulent aller là-dessus. Ils attendent ce qu'ils appellent leur rupture technologique. Et c'est pour ça que la technologie se lie beaucoup avec cette idéologie-là. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, on sait pas. Mais en fait, ce qui empêche qu'on n'ait pas trouvé encore, c'est la concurrence. Tu vois, il y a vraiment un truc complètement absurde quand on y réfléchit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous a mené là-dedans, c'est la concurrence, l'hyper-efficacité, tout ça. Et la seule porte de sortie, c'est d'accélérer. C'est une vision accélérationniste. C'est d'accélérer encore plus vers ça, parce qu'à un moment, on va trouver la rupture, tu vois. Et après, ils vont te raconter des histoires. À un moment, on a trouvé l'électricité. Alors, il n'y a pas d'électricité. Il y avait un énorme problème avec les baleines. On tuait des baleines. On a trouvé le pétrole et tout. C'est une espèce de spectacle. C'est une histoire. On raconte une histoire et il n'y a pas de factualité scientifique. On fait des paris un peu, voilà. Et pourquoi on fait ces paris? Parce que ça sert nos intérêts économiques, soit parce qu'on est directement financier de ça, soit parce qu'on veut pas subvertir le statu quo. En fait, il y a un rêve de rupture technologique qui permet de maintenir le statu quo. Et puis il y a un effet
on va dire, je sais pas, les mecs ils adorent ça quoi. J'ose pas dire le mot, mais vraiment ils sont à fond là-dessus, ils adorent, c'est leur fantasme quoi. C'est vrai que c'est un délire mégalo un peu de pouvoir Exactement. dompter la nature. Oui, oui. Enfin, Mais après, c'est fou. quand Quoi. on y réfléchit, on a tout le temps dompté la nature et on a toujours les populations occidentales ont dompté le monde avec la colonisation et l'esclavage. Donc ça s'inscrit aussi, pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose, surtout quand tu vois les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est quoi leur histoire? Leur histoire, c'est cette étendue sur un territoire long d'un continent et de s'être tout approprié sur le territoire en massacrant tous les Indiens qui y étaient déjà, enfin voilà, c'est le sang de leur nation en fait, cette histoire de gigantisme, de découverte de nouveaux territoires, la conquête de l'Ouest. Moi je lis beaucoup, j'adore Steinbeck, il faut lire Les raisins de la colère, il faut vraiment lire ce truc-là. C'est absolument formidable parce que ça monte en fait ces aspects de conquête de l'Ouest, comme on a mis dans la tête de gens qui étaient stables, qui avaient pas de problème, qu'il fallait aller à l'autre bout du continent parce que on leur vendait des merveilles. Et en fait, le but c'était de créer une colonisation de peuplement pour que les Indiens ils y soient plus. Et puis créer, tout était autour des activités économiques et des propriétaires terriens là-bas qui avaient besoin de main d'œuvre. C'est des choses qui sont éclairantes sur la mentalité américaine et on est aujourd'hui dans des sociétés, en tout cas dans le monde occidental et monde européen et français, qui sont de plus en plus touchés par une forme d'américanisation. De mon point de vue, de cette espèce de culture américaine, elle nous touche beaucoup et là, elle est juste à son firmament historique avec le Trumpisme et le libertarianisme, quelque chose qui est profondément dans l'âme américaine. Je veux pas du tout faire de propos essentialistes, mais il y a cette représentation du monde qui existe aussi, et c'est aussi elle de l'exacerbation de la compétition qu'il faut combattre. Il y a une bataille culturelle à mener sur ces enjeux-là, et c'est pour ça qu'il faut essayer de prouver, et on va peut-être en parler dans une minute, mais la question de l'entraide, c'est l'arme anti-libertarien, l'arme anti-compétition. Alors, si tu le veux bien, on va passer à la dernière partie, la partie dessert, donc des questions un peu plus personnelles, un peu plus hors cadre. Première question, si tu devais, imaginons Iliad Moundib, tu deviens le ministre de la transition écologique et de l'adaptation, quelle est la première politique que tu mettrais en place? Ok, ça. On fait une sécurité sociale de l'alimentation. Ouais, on fait une sécurité sociale de l'alimentation, c'est bon, donc je vais pouvoir ramener mon entraide. Sécurité sociale de l'alimentation, première mesure, c'est sûr. Comment on fait? Il faut comprendre que il y a un livre qui est formidable encore, qui est le livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, où vous pouvez aller voir le Coursateur de Pablo Servigne, où il en parle de façon magnifique, qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et Pablo Servigne et Gauthier Chapelle vont s'opposer à la loi de la jungle, qui est la compétition. D'accord? On nous a toujours éduqués dans le darwinisme à penser que en fait le monde vivant marchait ces individus les plus compétitifs qui se reproduisaient, etc. Et ça c'est faux. C'est faux, c'est le cas dans un environnement qui est abondant. Dans un environnement qui est abondant, les comportements de compétition dans le vivant sont majoritaires. Sauf que les comportements de compétition, ils vont créer, par l'exploitation du milieu, souvent des situations de pénurie ou de crise, où on peut avoir des événements externes qui créent des pénuries ou de crise. Et là, dans ce cadre-là, les groupes humains ou les groupes vivants qui vont survivre, c'est ceux qui ont des institutions de l'entraide plus fortes. Pourquoi ? Vous prenez deux groupes humains, d'accord? Vous prenez un groupe où il y a la compétition de tous contre tous. Quand il y a la pénurie, le groupe va se tribaliser. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller chercher les petites ressources, les autres, ils vont prendre ça. Bref, en gros, le groupe, il se disloque par rapport à la contrainte. Alors que quand tu as des institutions de l'entraide fortes, le groupe se disloque pas, il reste ensemble. Et donc, en fait, c'est l'entraide qui crée une possibilité de s'adapter. Et ils décrivent, du coup, ce qui s'appelle ça, le cycle pénurie-abondance. La pénurie ou la crise sélectionne les comportements de l'entraide. L'entraide crée l'abondance. L'abondance sélectionne les comportements de compétition. La compétition dilue l'entraide. La compétition recrée la pénurie. Les comportements de l'entraide reviennent, etc., etc. C'est extrêmement important parce qu'en gros, il se base sur les travaux d'un biologiste qui s'appelait Kropotkin. Et Kropotkin, en fait, il a regardé les travaux de Darwin. Et Darwin, il voyait qu'il y avait de la compétition. Quand il a écrit L'origine des espèces et qu'il explique le mécanisme de compétition, Kropotkin, il dit c'est pas mal, mais il y a un truc bizarre sur la compétition. Moi, je suis pas sûr. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est il va aller regarder ce qui se passe dans la Sibérie. Et dans la Sibérie, lui, ce qu'il voit plus, c'est des comportements d'entraide. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la Sibérie, dans l'environnement pauvre qu'est la Sibérie,
les animaux, les vivants doivent s'entraider beaucoup plus pour se supporter des conditions très difficiles. C'est aussi un petit peu le cliché qui est un peu vrai des peuples suédois, finlandais qui s'entraident beaucoup parce que s'ils s'entraident pas, ils sont morts. Donc c'est une forme de culture de l'entraide qui a été appropriée par rapport à un environnement en pénurie ou en crise. OK ? Et donc, l'élément fondamental ici, c'est de comprendre que nos sociétés, elles sont à un balancier. Et Darwin, quand il avait fait ces études-là, il avait montré que, en fait, lui, il est dans un environnement plus abondant. Et donc, il observait plus de comportements de compétition. OK? Et donc, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos sociétés, c'est un balancier entre des institutions de la compétition et des institutions de l'entraide. Or, et c'est ça qui est fondamental, on est incapable de voir dans notre pays nos institutions de l'entraide. Et il y en a une qui est incroyable, qui est formidable, qui est la sécurité sociale. Et parce que quand on va penser à institution de l'entraide, on va penser, je sais pas, à la solidarité avec les sans-abri. Bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est une institution quand même économique énorme, la sécurité sociale. C'est un tiers du PIB marchand au moins qui est généré. C'est 12 000 euros par Français, la sécurité sociale par an, quoi, pour aller très vite en termes de volume. Et en fait, la sécurité sociale, elle naît comment ? Elle naît en 1945 sur l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale et elle ne naît pas seulement par le génie de deux hommes qui s'appellent Ambroise Croizat et Pierre Laroque, encore moins par le général de Gaulle qui a détricoté tout ça juste derrière. Elle naît en fait de ces deux, du coup du ministre du Travail Ambroise Croizat et de Pierre Laroque, qui en fait vont reprendre quelque chose qui existait déjà dans le monde du travail. Ce qu'ils vont reprendre, c'est un certain nombre de travailleuses et de travailleurs qui avaient une caisse de sécurité sociale de l'alimentation, de sécurité sociale tout court, et chacun des salariés cotisait en fait une partie de son salaire pour ensuite financer lorsqu'ils étaient en inactivité, c'est-à-dire les formes de travail, la retraite, l'assurance maladie, etc. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça c'est une institution de l'entraide en fait et de la robustesse. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on va généraliser ce truc-là et on va le généraliser en prélevant un certain nombre de cotisations sociales. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que en 45, contrairement au Royaume-Uni, on va faire une institution qui est un service public non étatique. Ce sont les représentants des salariés, des travailleurs et des travailleuses qui vont gérer cette institution qu'est la sécurité sociale. En 45, il y a 3/4 des représentants des salariés et 1/4 des représentants du patronat qui vont gérer, grosso modo, la quantité de cotisation qu'on met pour aller très vite, l'âge de la retraite pour aller très vite, le montant des investissements qu'on va rembourser, des remboursements de santé qu'on va réaliser pour aller très vite, grosso modo, les investissements qu'il faut qu'on fasse dans l'appareil de santé. C'est autogéré. Et c'est autogéré par la base. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la démocratie sociale. Et ça, c'est incroyable parce que la démocratie sociale, c'est un mot valise, on sait plus ce que ça veut dire. C'est ça, à la base, la démocratie sociale. C'est la démocratie où tu as un État qui gère un certain nombre de prérogatives, mais tu as aussi des formes d'auto-organisation institutionnalisées qui gèrent des pans entiers de l'économie autour d'une notion de besoin. La sécurité sociale, elle se construit sur un principe. Chacun reçoit selon ses besoins et finance selon ses moyens. Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand Croizat fait ça, il dit on va apporter une forme de tranquillité sociale. La tranquillité sociale, c'est quoi ? C'est d'arrêter d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur du lendemain. Parce qu'on met en sécurité sociale la fin de ta vie. Et on met en sécurité sociale les temps d'inactivité. Et donc, quand on commence à penser ça, on se dit, ah putain, en fait, il y a une énorme institution de l'entraide qui marche sur autre chose de la compétition parce qu'on pense que la santé, ça doit marcher sur un autre paradigme que celui de la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, l'idée, c'est, on va créer des institutions de l'entraide qui nous permettent de résister aux incertitudes climatiques sur d'autres éléments. Et un élément fondamental, c'est celui de la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a énormément de collectifs qui organisent ça déjà aujourd'hui par la base et dans la version nationale qui réfléchit de la sécurité sociale de l'alimentation. On aurait chacune une carte vitale de sécurité sociale de l'alimentation où on aurait à notre disposition 100 € par personne et par an
et par mois, 100 € par personne et par mois. Et en fait, ces 100 €, on ne pourrait les dépenser que chez des productrices et des producteurs qui seraient conventionnés. Et donc, la sécurité sociale de l'alimentation, par les critères de conventionnement, elle permet fondamentalement de faire bifurquer tout le système et elle permet de remettre la démocratie dans la production. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas pour le moment. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de réorganiser en fait toute l'écologie autour des besoins et d'une forme d'écologie populaire. Donc, elle doit remplir les besoins et on doit se donner des institutions pour mettre en sécurité sociale ces besoins, grosso modo. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien sur l'écologie, sur l'énergie liée au climat? Camus, Discours de Suède, je te le lis en vérité. Alors, du coup, la citation. Voilà. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, et sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Et quand il parle de ça, il parle de la destruction nucléaire potentielle entre les États-Unis et l'URSS. Et la citation, plus longue et absolument incroyable. Donc Camus, tous les jours. Est-ce que tu as un livre, un documentaire, un podcast, un film que tu recommanderais à nos auditeurs? J'ai fait déjà beaucoup de recommandations dans le podcast. Donc le mythe de Sisyphe, très 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 important, le mythe de Sisyphe. Le quoi, Pardon. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, c'est très très important. Ça confronte à l'absurde. Le mythe de Sisyphe, ça commence avec la question. Il n'y a qu'une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est le suicide. Le reste, ce sont des jeux, il faut répondre. Et ce que va expliquer Camus, c'est le rapport à l'absurde. L'absurde, c'est un moment dans nos vies qui nous arrive tous, en particulier lorsqu'on se prend les thématiques climat énergie ou lorsqu'on milite trop là-dedans et du coup on se sent complètement impuissant. C'est en fait un moment de notre vie, on va se taper sur l'absurde, d'accord? C'est un choc de sens, l'absurde. Et en fait, ce choc de sens, en permanence, il va ça crée une douleur si on n'y a pas réfléchi avant. Et c'est un énorme problème philosophique que Camus va traiter. Et comment il va répondre à ce problème philosophique, Camus? Il va expliquer qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Et Sisyphe, en fait, il a été condamné par les dieux pour avoir donné le savoir aux hommes. Et toute sa vie, toute son existence, il va pousser un rocher jusqu'au bout de la montagne. Et à un moment, le rocher, il tombe. Et ça, c'est une métaphore de nos vies. L'absurde, c'est au moment où ton rocher, il tombe. C'est pas ça que ça servait à quelque chose de monter jusqu'en haut. Non, ça servait à rien. Et en fait, comment on imagine Sisyphe heureux? C'est ça la réponse de Camus. Si le monde n'a pas de sens, c'est ton activité à toi. C'est toi qui vas la réintégrer du sens au monde. Et tu vas réintégrer du sens au monde par ce que tu fais, par les actes que tu poses et par les gens avec qui tu es. Et les gens que tu vas fréquenter, eux aussi, ils vont réintégrer du sens au monde le sens à réintégrer, c'est ça l'engagement en fait. Et c'est ça l'engagement de l'humanisme. C'est penser que fondamentalement, on est créateur et créatrice en tant qu'être humain de nos destins et donc on peut se libérer de nos déterministes et que la grande marche de l'humanisme, c'est de progressivement de retirer les dominations qui s'exercent sur nous. Voilà. Et donc, il faut lire les mythes de Sisyphe et après, il faut lire L'homme révolté, qui est la suite, qui est en fait la question de la révolte du coup. La révolte par rapport à l'absurde, où est-ce qu'elle doit nous mener? Et là, je vais pas faire de spoil. Si une question, si tu pouvais dîner avec une personnalité que tu admires, ce serait qui? Thierry Henry. La passion du foot qui parle. Ah ouais, c'est mon joueur préféré de tous les temps, Thierry Henry, tous les jours, c'est sûr. Un grand fan d'Arsenal. Exactement. Ok. Et et imaginons dans le domaine de écologie, peut-être, ce serait qui? André Gortz. Mais il est mort. Mais un penseur absolument extraordinaire sur ces questions-là. C'est le vrai penseur de la décroissance. C'est formidable ce qu'il écrit. Il a une modernité dans ce qu'il écrit, une lucidité dans ses propositions aussi. C'est très 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 beau. C'est vraiment de l'écologie libertaire et l'écologie libertaire, c'est magnifique. Toi, c'est quoi ta manière de décompresser face à l'urgence climatique, un peu à cette charge mentale que ça peut entraîner? Donc c'est quoi? C'est le foot? C'est le sport? Avoir une vie polycentrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'hyper-efficacité dont on a parlé, elle se traduit aussi dans nos vies personnelles et parce qu'il y a une pente qui nous mène à avoir que deux choses dans notre vie familiale ou amoureuse et une vie au travail salarié classique. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que une fois 50% de divorce déjà. Et pourquoi? Parce qu'en fait quand il y a un moment où ton rocher il tombe, où il y a un truc qui se pète, tout est contaminé et toute ta vie s'effondre. Alors que quand tu as une vie qui est plutôt polycentrique, c'est-à-dire que tu réduis la place du travail salarié
et pourquoi pas de la famille, etc., pour réintégrer d'autres sphères, style amitié, style engagement, style association, style sport, et bah, t'as plus de cercles, ta vie, elle est plus diversifiée. Si ta vie, elle est plus diversifiée, elle est plus robuste. Et donc, tu as plus de possibilités de résister à aux turpitudes de certaines sphères. Moi, je suis persuadé qu'en fait, la seule façon de rester sain mentalement quand on est confronté à ces questions climatiques, etc., c'est d'avoir d'autres sphères et des endroits où on sort de notre sociologie de base et d'avoir du coup des poches de respiration. Moi, effectivement, je fais du foot énormément. C'est ça, une de mes poches, mais aussi j'en ai d'autres. Je lis beaucoup. J'essaye d'avoir en fait une vie que j'essaye de mettre en application la chose la plus robuste possible et du coup d'être autour de jamais renier mes passions et ce que j'aime faire, en fait, en réalité. Donc, la vie polycentrique, le concept général. Pour moi, en particulier, ouais, le sport, c'est hyper important, mais il y a d'autres gens qui peuvent le trouver dans d'autres façons de lutter, de résister. Il y a la danse, par exemple. Il y a la réhabilitation de la danse dans le champ de lutte. Il y a les questions de la pardon, de la boulimie de culture, donc apprendre toujours plus de trucs, ça aide. Voilà, c'est vie polycentrique. Est-ce que toi, il y a des gestes écologiques que tu fais au quotidien? Est-ce que tu as diminué tes voyages en avion, ta consommation de viande, peut-être tes habits, peut-être avoir des produits de meilleure qualité, je sais pas. Ouais. Du coup, avion, c'est très rare quand même. Viande rouge, j'ai complètement arrêté. J'essaye d'avoir une consommation de viande. Maintenant, j'ai trouvé mon truc. Moi, c'est non ostentatoire, c'est-à-dire que quand je mange un peu de viande, je le mange chez moi et je montre pas aux autres que je mange de la viande. On réinvente le flexitarianisme. Non, bah, un petit peu ça, la viande surtout, effectivement. J'essaye énormément, moi, de mettre en pratique, j'achète plus du tout au supermarché, j'ai que des achats locaux avec mes potes du marché, ça crée des liens. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, à peu près, sur les actions individuelles. Je suis pas du tout fringue, donc c'est très rare, par un peu les maillots de foot, ouais, des choses comme ça. Mon empreinte carbone, je crois que c'est pas, je dois être à 5, quelque chose comme ça. C'est pas Ah ouais, formidable, c'est mais pas mal. 6, 5, quelque chose comme ça. Je dois être un truc comme C'est ça. bien. Ouais. Pour rappel, la moyenne d'un Français, c'est 10. Ouais. Mais quand t'enlèves la viande, ça va vite, hein. Quand t'enlèves la viande et que t'es sur des années sans avion, c'est facile. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un futur ingénieur? Et j'en ai deux en fait. J'ai essayé d'appliquer, de sortir de l'efficacité et de la vie polycentrique, essayer faire ses humanités. Voilà, c'est ça que je te dirais. C'est-à-dire qu'on est peu formé à tout ce qui est littérature, philosophie, écologie, sociologie. Et en fait, moi, je trouve quand t'es ingénieur, t'as la capacité de comprendre ces choses-là et ces formes de réflexion. Et une fois que tu les incorpores à ta pensée, bah, t'es vraiment très très on va dire robuste, peut-être efficace, je vais peut-être le dire comme ça aussi. Parce qu'en fait, vu que tu arrives à avoir, quand tu es ingénieur, une forme de factualité scientifique, bah, dès que tu vas t'exposer à d'autres champs, tu vas pouvoir trier plus vite. Tu vas trier plus vite ce qui est de l'ordre d'une description du monde ou de quelque chose d'intéressant ou quelque chose qui te semble simplement être une opinion de comptoir. Les ingénieurs, ils ont cette capacité beaucoup, et je trouve, à distinguer ce qui est vraiment opinion, fait, théorie, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile quand tu parles à des gens qui ont des études plutôt de commerce ou de sciences politiques. Il y a une confusion souvent entre les faits, la réalité et le reste, et l'opinion. Et donc ça, le déjà là de l'ingénieur, c'est ça, de réussir à trier entre le factuel et l'opinion, et du coup faire ses humanités, ou essayer de rentrer dans d'autres champs, notamment le champ de la politique, enfin le champ de la réflexion intellectuelle en fait sur des sujets sur lesquels il n'y a pas eu d'études, mais en fait tu vas comprendre les choses beaucoup plus rapidement et tu vas pouvoir vraiment trier, faire à droite à gauche, et c'est absolument passionnant. Donc je dirais faire ça, c'est-à-dire renforcer sa culture beaucoup, lire, et puis c'est une phrase de vieux, mais faire ses humanités, je trouve que c'est pas mal comme concept. Est-ce que tu as une idée d'un invité ou d'une invitée que tu aimerais bien voir sur Salade Verte pour un prochain épisode? Qui ont fait la passe décisive? J'aime beaucoup le travail de Pablo Servigne quand même. Je trouve que plus on aura de Pablo Servigne, mieux on se portera. Donc on va dire Pablo Servigne.
Après, il y a des travaux qui sont un peu alternatifs au climat, mais qui sont très intéressants. Moi, j'aime beaucoup les travaux du duo Anaïs Vogilis sur l'industrie et Ophélie Coelho sur la partie numérique et tous ces enjeux de réflexion géopolitique et par rapport à la dérive écologique aussi. Pierre Gilbert sur le géomimétisme. Olivier Hamon est absolument passionnant comme mec aussi. Voilà, il y en a plein. Après, c'est peut-être quelqu'un d'original. Franchement, Alexandre Menin, tu peux vraiment t'éclater avec lui. Hein. Alexandre Menin, c'est très intéressant, ces concepts de fermeture, d'héritage, etc. C'est sur quoi fermeture héritage, c'est-à-dire C'est une réflexion philosophique sur, en fait, les communs et les communs négatifs qui arrivent dans notre société. D'accord? Et comment on ferme ces communs négatifs et comment on en ouvre d'autres et comment on peut prendre appui sur un certain nombre de communs négatifs pour créer des communs positifs ou renforcer l'accès aux communs positifs et à leur partage. Alors peut-être il me regardera, il m'en voudra un petit peu. Ces livres sont difficiles à lire, moi je trouve. Par contre, l'écouter c'est plus facile parce c'est un intellectuel français. Les intellectuels français adorent citer 1000 gars de recherche que tu connais pas trop pour dire ça c'est bien, c'est pas bien son concept. C'est toujours un peu, quand tu connais pas les travaux, c'est un peu désarçonnant et tu te dis je vais certainement pas rentrer dans les travaux de tout le monde. Mais les travaux d'Alexandre Menin sur héritage et fermeture, c'est très 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 intéressant quand même et ça mériterait d'avoir beaucoup plus d'exposition que ça en a. Il est très très par contre précis, clair à l'oral et il est très bon, c'est un bon vulgarisateur. Ok. Je dirais Alexandre Menin. Bah, je note ça dans mon carnet pour de potentiels futurs invités. Et par exemple, si le livre t'es en mode c'est pas grave, faut l'écouter. Ça va en vrai, j'en fais un peu des caisses, mais le début de son deuxième livre est un peu difficile et une fois que t'as passé la moitié, ça va. Avant de terminer l'entretien, est-ce que tu as peut-être des objectifs durant l'année 2025, des résolutions particulières, je sais pas, de l'actualité à partager? Non, on va continuer de faire ça, un peu de vulgarisation. Moi, j'espère que le thème va un peu Si, j'aimerais bien que le champ des personnes qui sont interrogées autour de l'écologie change un petit peu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu capturé cette thématique un peu pour eux, en disant un peu toujours les mêmes choses. Il y a un petit entre-soi quand même dans ce milieu, moi, qui m'embête un petit peu. Je trouve qu'on manque énormément de diversité aussi. C'est toujours un peu les mêmes classes sociales, un peu la même écologie blanche, pour le dire un peu rapidement. Il y a une intersectionnalité qui est assez minimale. On gagnerait à avoir d'autres voix et à faire tourner un peu plus la parole. Après, moi, je me plains pas de mon exposition médiatique, je la trouve très, très satisfaisante, c'est cool. Le livre marche bien, je suis content. Mais moi, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu aussi dans ces questions écologiques, d'un rapport à l'utopie. Moi, je n'aime pas l'utopie, j'aime pas les récits. Je trouve qu'on a beaucoup en guise de solution, on se dit on va raconter une autre histoire et le problème de l'écologie c'est qu'on raconte pas les bonnes histoires. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé ce genre de réflexion parce que moi je réfléchis beaucoup par rapport aux intérêts matériels, c'est ma façon de réfléchir et ça vient d'une tradition philosophique qui s'appelle le matérialisme historique cette tradition philosophique là, elle essaye de comprendre les rapports au monde que par le fait que chacun suive une partie de ses intérêts particuliers. Et je trouve que c'est des prismes beaucoup plus puissants et qui permettent de construire du coup des choses qui soient beaucoup plus systémiques, structurées. Et je trouve qu'on est coincé beaucoup, comme dit Clément Sénéchal, hein, dans l'écologie, dans Pourquoi l'écologie perd toujours, dans une forme d'écologie du spectacle. C'est-à-dire qu'on a un constat et on en termine à faire une espèce de récit pour en sortir de l'impuissance. Et peut-être que ça fait du bien d'entendre des récits, mais je suis pas persuadé que ça nous sorte durablement de l'impuissance. C'est mon point de vue. Il est pas partagé, et peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais je pense ça un petit peu quand même. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était. Oui, on a fait un petit moment, on a un petit coupage, mais on a fait 2 bonnes heures là, plus. Ouais, bah large, 2h, 2h20. Donc merci beaucoup pour t'avoir donné de ton temps. Je t'en prie. Et je te souhaite que du bonheur, que de la réussite pour la suite. Et puis j'espère peut-être qu'on se verra peut-être en présentiel, on verra. On arrivera, hein. Mais toi de même, hein. Meilleurs vœux, bon courage. Et puis l'été se rapproche, là, ça va être plus agréable. C'est sûr, les beaux jours arrivent. Mais oui. On est de plus en plus dans la heureux. vie, il y a toujours des hivers et il y a toujours
Et après les verts, il y a toujours l'IT. Voilà, c'est la philosophie. Alors, la grande philosophie, là. Ouais, c'est clair. Bien sûr, je mets en lien le lien de ton livre, du lien cliquable. Peut-être le lien de ton LinkedIn, tes réseaux. Tu peux mettre LinkedIn et tu peux mettre le Coursator aussi. Ouais, le Coursator. Ok, Coursator, je mettrai. Il y aura un peu de visibilité à Sator, qui est une plateforme formidable. Donc voilà, merci beaucoup, Iliane. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci à toi. À bientôt.